Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine. Tribune libre. Vos préoccupations, s'il y a des choses que vous chicotent, vous n'arrivez pas à trouver de solution, on peut en discuter. Vous nous appelez 790-0224 1-800-667-5241. Pierre. Janine, j'ai quelque chose pour toi. Tout à coup, on tombe sur la même chose. T'as amorcé le sujet hier matin, t'as titillé mon oreille. Oui. Et aujourd'hui, ça m'intéresse d'autant plus d'en parler qu'on a des informations supplémentaires. Et c'est notre pas futé de Sherbrooke. Et c'est le gros titre, un individu pas très futé. Ah, oui, Éric Pelchat. oui. Et là, son avocate nous apprend qu'il a 72 de quotient intellectuel. Oui. Alors là, on va parler du QI. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont très... au Québec, c'est quasi un blasphème que de parler de quotient intellectuel. C'est un sujet qui est tabou, mais ça ne me dérange pas. Vous allez vous habituer, chers auditeurs. Je vais en parler et je vais même en reparler, reparler. Parce qu'en cours, Pierre, c'est un argument de poids. Quand tu dis quelqu'un n'a pas un niveau d'intelligence très élevé, commet telle chose, ça fait partie de circonstances atténuantes d'une certaine manière. Voyons, ça fait toute la différence entre être responsable de ses gestes et être non responsable de ses gestes pour cause de déficience d'altération mentale ou de déficience intellectuelle. Mais le commun des mortels, Pierre, juste avant qu'on amorce, là, va vous dire, le quotient intellectuel de quelqu'un n'est pas inscrit dans tous les cas, dans le front. Il y en a ses limites. Tu peux pas vraiment jauger, ça prend un bon bout de temps. D'autres, c'est évident, tout de suite. Ça dépend. Alors oui, on va y aller tranquillement parce que, effectivement, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Alors, Éric Pelchat, c'est un homme de 23 ans qui gardait un bébé toute une journée. Et supposément que le bébé est anormal le matin. Et le soir, le 13 avril 2004, ça fait déjà quelques années que c'est arrivé, le bébé est en très mauvais état. À l'hôpital, on lui a découvert, écoutez, attachez vos trucs, une trentaine d'échymoses, des fractures du crâne, au bras, à la jambe, 5 côtes fracturées. Échymose, fracture du crâne, à un bras, à une jambe et 5 côtes. Le bébé, il en a mangé toute une. Et cet individu-là, finalement, a eu son procès et son avocat nous apprend, maître Mélissa Gilbert nous apprend que Éric Pelchat aurait 72 de quotient intellectuel. La moyenne sur la collectivité québécoise est de 100. Le chiffre moyen, là, quand on évalue tous les quotients intellectuels, entre 0 et 140, la moyenne est de 100. Il est beaucoup en dessous. Là. Alors, il est beaucoup en dessous de la moyenne. Et on parle de déficience intellectuelle légère à 68-65. Alors, lui, il a 72. Donc, il borde la déficience intellectuelle. Il est vraiment, comme le dit le titre, et ça ne vient pas de moi, chers auditeurs aux oreilles fragiles, il n'est pas très futé. Ah, il est vraiment pas très futé. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de questions concernant ça. Mais c'est parce qu'on ne peut pas gober ça intégralement. Tu te dis, OK, il n'est pas très futé, il n'y a pas un bon jugement, il n'est peut-être pas équipé intellectuellement. Ouais. Mais ça, c'est un individu, c'est un homme qui ne comprend pas grand-chose. C'est un déficient, là. OK? C'est un vrai pas brillant qui est capable de lire quelques mots, mais si vous lui demandez ce qu'il vient de lire, il va dire, moi, c'est pas. Je ne sais pas. Comprenez-vous, là? Alors ça, il est probablement alphabète. OK? Parce qu'on lui a probablement montré à lire. Mais dans mon bureau, quand je les vois, c'est pas futé là, je les fais lire. Puis ils me lisent. Ils lisent tranquillement, puis ils lisent. Ils ont appris à lire. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ce que tu viens de lire? Je sais pas. OK? Alors, c'est une première nuance que je voulais introduire. Ça représente des pas futés comme Éric Pelchat, c'est 10 à 12 % de la population. Une population, c'est-à-dire non sélectionnée. En général. Une population normale. Le Québec, parlons du Québec, là. Laissons faire les Noirs et les Asiatiques, là. Mais parlons du Québec, là. Population usuelle, non sélectionnée, 10 à 12 %. Des comme lui et pire que lui. Ça veut dire dans toutes les strates de la population, jeunes, moyens, âgés,
C'est ça que vous voulez dire? Ben oui, en tout temps, il y en a 10 à 12% de comme lui et pire. Ça commence à faire 1 sur 10, ça veut dire qu'il y en a plusieurs là, à chaque coin de rue, là. Mais okay? On entend souvent parler, tu sais, lui n'est pas fin, mais il ferait pas de mal à une mouche. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Alors là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'un pas futé comme Éric Pelchat, on lui confie un bébé pour toute une journée? Et de un, oui. Deuxième question, comment ça se fait qu'un pas futé comme Éric Pelchat n'est pas stérilisé et n'est pas sous curatelle? Là, la curatelle, ça devient discutable. Mais j'affirme haut et fort que les services sociaux du Québec, après nous avoir gaspillé un tas de milliards, ont strictement rien fait pour améliorer les conditions sociétales de cette catégorie d'individus-là. Alors, j'affirme que les services sociaux du Québec ont échoué lamentablement à fournir une façon de vivre adéquate à cette catégorie d'êtres humains-là. Alors, je t'écoute. Vous parlez de stérilisation, Pierre, puis ça, c'est loin d'être fou, mais cet homme-là aurait pu aller vivre avec quelqu'un qui venait de mettre un enfant au monde, là, qui n'est pas de lui. Il aurait pu, de toute façon, être en contact avec un enfant. Ce gars-là peut se reproduire. Alors, les pas fins de la société, les pas futés, est-ce que le Québec a les moyens de se permettre la reproduction de ces individus-là? Dans mon bureau, Janine Ross, je te dis que je les envoie tous se faire stériliser. Oui. Et Pierre, c'est clair? Traitez-moi d'eugéniste, traitez-moi de non, traitez-moi de fou, traitez-moi de tout ce que vous voudrez. C'est comme ça que j'agis, par respect pour ces individus-là. Et vous trouvez des médecins qui vont le faire? C'est dur. C'est du sport. Parce que ça se pratiquait, je pense qu'à une certaine époque, il n'y avait pas trop de problèmes, quand c'était vraiment des cas de déficience marqués. Puis après ça, on est revenu là-dessus. Là. Et je l'ai fait mettre sous curatelle. Pourquoi je l'ai fait stériliser et je l'ai fait mettre sous curatelle? Demandez-vous ça, mes détracteurs. Pourquoi Mayou, le fou, les fait stériliser et les fait mettre sous curatelle? C'est une question génétique à ça. Hein? Pourquoi ce fou-là fait ça? Et ce fou-là, il l'a toujours fait, puis il va continuer à le faire jusqu'à sa mort. Il est entêté, le fou. Mais parce que, Pierre, de toute évidence, il y en a qui ne sont pas capables d'éduquer leurs propres enfants, là. Alors, là, comme je te disais hier que le respect n'est pas une valeur au Québec, les services sociaux ont failli lamentablement dans leur rôle de faire en sorte qu'un petit bébé d'à peine quelques mois, se retrouve avec 30 échymoses sur le corps, 30 bleus, fracture du crâne, fracture à un bras, fracture à une jambe et fracture à 5 côtes. J'accuse les services sociaux d'être responsables de crimes comme ça. Mais est-ce qu'il avait été identifié? Parce qu'on ne pourra pas. Éric Pelchat, normalement, va devoir être tenu non responsable pour raison de déficience intellectuelle. À 72, écoute, un individu de 72, est-ce qu'il est responsable de tout ce qui est arrivé quand on lui met un bébé de quelques mois dans les bras? La réponse, c'est non. Il ne peut pas être tenu responsable. Alors, le juge décidera qu'est-ce qu'il voudra. Moi, en tant que psychiatre, je connais cette clientèle-là et je te dis que si j'étais l'expert au dossier, j'aurais produit une expertise et j'aurais dit au juge, monsieur le juge, il ne peut pas être tenu responsable, il est déficient. C'est simple de Il est débile. C'est plat. Mais Pierre, ce qui est interpellant, pas tous les déficients intellectuels qui vont avoir des agissements comme ça. C'est un manque de jugement à la base. C'est lui, pourquoi est-ce qu'il est allé jusque-là? Qu'est-ce que tu viens d'affirmer là? Il y a un manque de jugement. C'est gratuit. Je te dis que 80% des déficients vont maltraiter les tout-petits. Ils ne sont pas capables, Janine Ross. Et par manque de jugement parce qu'ils ne sont pas équipés. C'est ça. Bon. Mais souvent, on va dire, il ne ferait pas de mal à une mouche. Voyez-vous, vous dites en autant qu'il n'y a pas 3 mouches sur son front. Bon, OK. Non, vous connaissez probablement le domaine. Ça s'adonne que oui. Ça s'adonne que je connais bien ce domaine-là, Janine. Ça fait seulement 26 ans que j'envoie sur une base régulière, que j'en aide, que j'en reçois, que j'en évalue, que j'en suis sur une base régulière. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur dites, là, tu t'en vas te faire stériliser? Souvent, ils sont très affectueux. Est-ce que je me trompe? Il y en a, ou peut-être plus les femmes déficientes, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Bon. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est que dès qu'ils ressentent un petit peu de pulsion sexuelle, c'est de s'amuser avec des petits-enfants. Hommes et femmes. Bon. Par manque de jugement, parce qu'ils l'ont pas. Alors, souvent, les femmes déficientes intellectuelles vont être abusées sexuellement par des hommes normaux, si elles sont jolies. Et les hommes
déficients intellectuels, qui ressentent un petit peu de libido, ça coupe rarement avec une femme qui est normale. Ça va être soit avec une déficiente comme eux ou avec des petits-enfants. C'est vraiment... Alors, encore hier matin, j'en voyais un, puis on l'a tout encadré, il va être mis sous curatelle, il ne fera plus de mal à des petits-enfants. Il a abusé de 4 petits-enfants à l'heure actuelle. Fait que là, je dis, non, t'es tombé à la bonne place avec Mayou, on va tout encadrer, on va tout organiser ça. Les services sociaux avaient failli lamentablement dans son dossier. Qu'est-ce qu'on invoque? Pierre, quand vous les avez, les chiffres là, de quotient intellectuel, qu'est-ce qu'on invoque pour pas stériliser ces êtres-là, qu'on présume ne pas être capable de prendre soin d'autres êtres humains? Ben, les bonnes femmes des services sociaux parlent de l'autonomie. Si on le rend autonome, il va être correct. Pensée magique des bonnes femmes travailleuses sociales. Elles ne sont pas toutes comme ça, là, parce que je travaille avec quelques-unes qui ont de l'allure, mais j'ai souvent vu ça dans ma carrière. Janine? Oui. Autre point. Peine de mort. Pas pour lui, là. Retour de la peine de mort en Pologne. L'agence France-Presse, un tout petit article. Je ne l'ai pas vu celle-là. Ah, il t'a échappé. Oui. Alors, le gouvernement polonais veut faire modifier la Convention européenne des droits de l'homme de manière à autoriser la peine de mort. Dans quel cas? Dans quelles circonstances? Oh, non, mais il ne donne pas tous les détails. C'est que l'Europe est très vertueuse. Et l'Europe a beaucoup à cœur le bien-être des citoyens, est très respectueuse des êtres humains et a éliminé la peine de mort. Hein? Elle a éliminé ça mur à mur. Et là, la Pologne dit, écoutez, je pense que vous devriez laisser ça au pays. Là. Nous autres, en Pologne, on aimerait bien restaurer la peine de mort pour certains crimes. Ils ne donnent pas les détails. Et qui veulent des exceptions à l'Union européenne. Oui. Pour ça. Oui. Bon. Alors, il n'y a pas seulement Mayou qui réclame la restauration de la peine de mort. C'est vrai que tu vas me dire que les Polonais, les Polacks, tu sais, c'est une race bien ordinaire. Non, je vous dirai pas ça. Mais, je vous dirai pas ça, Pierre. Mais, tu sais, le gouvernement polonais, un peu comme Mayou, dit dans certains cas, quand on peut rien faire, on éteint, on ferme le cercueil, puis bonsoir. Tu sais? Oui, en fait, la question se pose dans plusieurs pays, parce que c'est des cas insolubles. Ils sont en prison à vie, puis ça finit plus, enfin. Ils ne peuvent pas les libérer. C'est rendu que ça coûte cher, puis tu sais, travailler aujourd'hui, là, il fait chaud. Il y a du monde qui travaille très fort, Janine, aujourd'hui. Oui, je sais. Et de savoir qu'eux travaillent pour avoir un tueur dans une prison à 80 000 par année, là, avec le ventilateur et l'air climatisé, Janine, ça ne pourra pas toujours se passer comme ça. Parce que le gars qui va recevoir sa paye à soir, là, tu sais, sa paye est amputée de moitié, puis il a travaillé en cibole. Comprends-tu? Depuis quelque temps, il fait chaud, là. C'est un point, puis ça revient dans les réflexions partout dans le monde quand ça se corse. Je le dis pas par haine personnelle. Janine, si on n'agit pas, si la suprastructure ne se comporte pas de façon respectueuse pour les citoyens vaillants, ils vont se tanner puis ils vont prendre les choses en main. Tu vas voir, écoute, je connais le comportement humain, Janine. Je ne sais pas si on en est rendu là partout, mais dans certains coins du globe, je pourrais dire que ça a l'air de ça. Oui. Alors, tribune libre du vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Alors, on y va tout de suite avec Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Annie. Je suis une femme de 30 ans. Je suis mère de 2 petites filles, une de 2 ans et une de 6 mois. Quel âge est la plus vieille? 2 ans. 2 ans et 6 mois. Oui, c'est ça. Quand ma première, elle est née, mon conjoint et moi, on s'est interrogés à savoir si on voulait donner la suce à nos enfants ou si on voulait pas. On a choisi qu'on allait observer l'enfant, puis si elle allait en avoir besoin, si on jugeait bon, on allait l'en donner, mais de prime abord, on aurait aimé mieux pas l'en donner. Fait que là, on a observé, puis quand elle pleurait, nous, on a toujours trouvé une raison. Soit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait faim, qu'elle voulait être dans nos bras, on a toujours trouvé une raison. Fait qu'on n'a jamais donné de suce. Même si l'entourage, généralement, disait, non, quand elle pleure, c'est parce qu'elle a besoin de téter. C'est pas ça qu'on pensait. Là, elle est rendue à l'âge de 2 ans, puis ma question, en fait, c'est quand ça va s'estomper, parce que là, je sens que ça augmente. Puis, d'après mes observations, ce que j'ai vu, c'est autant quand c'est positif que négatif, ça va sucer son pouce. Par exemple, si elle voit un toutou, quelque chose de doux, elle va se mettre le pouce dans la bouche, puis de façon négative, supposons qu'elle a peur ou si pour s'endormir, des moments de réconfort, là, elle en a besoin.
Là, je sais qu'il est dans De son pouce ou de sa suce? son pouce. Son pouce, c'est ça. Vous avez... Oui. On n'a jamais donné la suce. Bon. Là, je m'interroge parce que ma plus petite, elle a 6 mois. On n'a jamais donné la suce non plus. Mais, c'est ça, ma plus vieille, elle commence à avoir une petite boule sur le pouce parce que la succion est forte. Oui. Fait que je veux savoir, c'est-tu normal? Qu'est-ce que je peux faire? Puis, Est-ce que la plus vieille a été allaitée au sein? Oui, Elle a été allaitée pendant combien de temps? 1 an. C'est quand même... Est-ce qu'elle suçait son pouce pendant l'allaitement? Oui. Bon, alors c'est naturel pour elle de sucer son pouce. Est-ce que c'est une enfant qui a besoin d'être stimulée beaucoup? Elle a besoin elle est très vive d'esprit, elle parle beaucoup, beaucoup et très bien, ça fait très bien comprendre. Par contre, elle va pas à la garderie, fait que c'est comme moins la stimulation, là. Puis effectivement, quand elle va se faire garder, supposons, chez son grand-père, sa grand-mère, ils disent, ben, elle ne suce pas son pouce. Mais c'est ça, j'ai dit, quand il y a toujours une activité, non, elle va pas le sucer, mais je veux dire, moi, je peux pas juste... C'est une enfant qui est vive et qui va nécessiter beaucoup de stimulation. Alors, c'est des enfants qui sont d'ouvrage à élever. OK. Et elle va sucer son pouce soit lorsqu'elle va s'ennuyer ou qu'elle va avoir de la peine, alors à titre de réconfort, mais aussi lorsqu'elle va s'ennuyer. OK. S'ennuyer dans le sens qu'il n'y a pas d'activité. Pas suffisamment de stimulation intellectuelle pour elle. OK, OK. Alors, casse-tête, puis toutes sortes de bebelles, puis de gugus, puis des jeux. C'est de l'ouvrage à élever des enfants intelligents. C'est de la peau, Pierre, pour reprendre une de vos expressions. C'est de la peau. Oui. OK, donc c'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème et réjouissez-vous. D'ailleurs, la précocité du langage indique un gros IQ, un potentiel intellectuel qui va probablement être très au-dessus de la moyenne. OK, excellent. Puis, vous savez, Annie, je suis content que vous ameniez ce point-là. Quel bénéfice aurait retiré votre petite fille de 2 ans si vous l'aviez installée à téter un morceau de caoutchouc? Ben, j'en vois pas, c'est ça le problème. Vous savez, on a une société qui vole bas. Et il y a une série de bonnes femmes qui croient que c'est dans l'intérêt d'un bébé de téter un morceau de caoutchouc. Elle est autrement mieux avec son pouce qu'avec un morceau de caoutchouc. C'est ça. Les parents prennent panique quand l'enfant commence à développer des petites déformations aux doigts, aux gencives. Non, mais non. Alors, à ce moment-là, vous la laissez sucer son pouce et vous comprenez son geste et vous agissez en conséquence. Elle suce son pouce, c'est un signe qu'elle s'ennuie, elle manque de stimulation. Okay. Des casse-têtes, des activités, on s'en va dehors, on joue. OK. Parce que est-ce qu'elle s'endort en suçant son pouce? Elle s'endort avec, mais la nuit, elle ne l'a pas, parce que je vais la voir Non, elle ne suce pas son pouce dans son sommeil, voyons. Non, mais en s'endormant, c'est ça, les enfants oui, peut-être à un moment donné, elle va arrêter de le téter, c'est tout. Bon, OK. Je vais juste une petite parenthèse, là. Elle parle beaucoup, puis à l'âge, c'est ça, elle vient d'avoir son 2 ans, puis à un moment donné, elle me sort l'expression, ben ça n'a pas de bon sens. Je dis, ben voyons, où t'as pris ça? Elle dit, c'est le Doc Mayou qui dit ça. Dites-moi pas qu'elle écoute le Doc Mayou. Ben oui. À 2 ans. Elle dit, tu passes à la radio, puis quand vous vous insurgez, ben ça n'a pas de bon sens, il sort plus fort, fait qu'elle l'entend. Puis elle va vraiment falloir que vous fassiez attention. Annie, c'est du bon mimétisme quand ça vient de moi. Oh, OK, d'accord. Ben, vous avez vraiment bien fait d'emmener ce point-là. Parce qu'il faut absolument là, quasi bannir les tétines de caoutchouc pour les enfants, ça n'a pas sa place. OK, ben merci. C'est un nid de microbes, d'ailleurs, écoute, c'est sale, ça n'a pas de maudit bon sens, ces suces-là, ça traîne partout. Et deuxièmement, je ne comprends pas qu'on fasse téter des petits êtres humains sur un morceau de caoutchouc. Alors, bye. Annie, merci. Ça ramène sur ce sujet-là. C'est ça. L'enfant suce son propre pouce. Tu t'interroges pareil. Mais c'est plus naturel. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer un appel? Oui, juste avant la pause, on va tout de suite à Jessie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jessie. Moi, c'est la première fois que j'appelle, je suis un peu nerveuse. Bienvenue. Là, mon frère se marie dans 1 mois. Oui. Et puis, ça fait 1 an et 8 mois que je parle plus à mon père. Oui. Parce qu'on a fait une chicane, puis en tout cas, c'est plusieurs années que c'est passé, puis c'est comme la goutte qui était dépassée. Oui. Fait que j'ai coupé les liens. Oui. Là, je voulais savoir si je devrais aller au mariage. C'est votre décision. Parce que votre père va être là.
Oui. Et vous avez coupé des liens. Est-ce que les raisons pour lesquelles vous avez rompu avec votre père, est-ce que ce sont des raisons sérieuses ou discutables? Sérieuse. Ah. Sérieuse? Ben là, Il me rabaissait. Oui. Il me traitait de grosse. J'ai jamais vraiment eu de lien avec mon père. OK. Est-ce que vous avez vécu sous le même toit longtemps? C'était plus par les fins de semaine, l'été, parce que j'habite chez ma mère. Oui. OK. Vous avez quel âge, Jessie? 16 ans. 16 ans. Vous savez, la décision vous appartient. C'est ça la liberté dans notre pays. On n'est pas, contrairement à Cuba, où vous seriez obligé de faire des choses ou de dire des choses. Ici au Canada, on a cette liberté-là. Liberté d'être. Alors, c'est votre décision. Si vous considérez que vos raisons sont sérieuses, d'avoir rompu avec votre père, vous ne voulez plus le revoir, ça vous regarde. OK. Mais si ça Et arrive- sentez-vous très à l'aise, excusez-moi. Oui, oui, puis c'est correct. Mais est-ce que votre frère, ça vous intéresse d'y aller à son mariage? Est-ce que vous êtes proche de votre frère? Ben, proche. Non? Ben, au début, quand que j'ai rompu les liens avec mon père, je parlais plus à personne de ma famille, tout. Puis là, j'ai commencé à y reparler. J'étais allée chez eux, quelques fois, coucher chez eux. Puis là, lui, il sait que je suis en chicane avec mon père. Mais c'est sûr que lui, il veut que j'y aille. Est-ce que c'est votre seul frère? Oui. C'est votre seul frère. Mais vous, est-ce que ça vous tente d'y aller parce que c'est votre frère puis que vous entendez assez bien? Ça c'est une autre affaire. Non. Non, je suis pas d'accord. Non. Non, mais elle se priverait d'aller au mariage de son frère, comprenez-vous? Jessie, mariage, là, c'est une institution complètement dépassée et plus souvent qu'autrement, ça vaut strictement rien. OK? OK. Bye. Bye. La vie, c'est autre chose qu'un gugus qu'une journée, Janine. Non, mais admettant... Un gugus de femme, là, insignifiant, là, c'est le temps qu'on remette ça en question. Mais si elle avait voulu, si elle avait tenu, tu dis à ce moment-là, même si mon père est là, je m'en fous, j'y vais. Pour mon frère, puis mon père, je l'ignore, puis ça peut être une autre décision, là. Non, on va pas, non, c'est des niaiseries comme ça, là. Mais là, si les raisons sont sérieuses, puis que le frère s'arrange, elle leur verra un autre moment, son frère, voyons. Hey, mariage pour un homme, là, d'autant plus que c'est un gugus de femme. C'est un gugus de femme très discutable. C'est une tradition, là, qui a son lot de dérapes, j'aime autant te le dire. Elle n'a pas l'air d'y tenir de toute façon plus que ça. Non. Hein? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors, on poursuit la tribune libre du vendredi 790-0224, 1-800-667-5241. On parle de tout de suite à Linda. Bonjour, Linda. Bonjour à vous deux. Bonjour, Linda. Écoutez, vous m'avez laissé sur mon appétit, c'est-à-dire que vous êtes parti 2 semaines en vacances et il y avait des répétitions de vos émissions antérieures. On est parti un mois. Tout le mois de juillet. On était absents, c'était des reprises. Bon. Fait que pendant ce mois-là, moi, j'écoutais, j'avais plein de questions puis pas de réponse. Alors, ça y est, aujourd'hui, on y va. C'est ça. Écoutez, vous avez parlé du processus de séduction à une dame lors de vos reprises. Le problème que j'ai, moi, c'est que je me suis reconnue. Je sais que j'en ai pas eu de processus de séduction, mais comment qu'on fait pour y remédier quand on est plus vieux? On peut revenir à cette étape-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut revenir à l'origine, Linda. Qu'est-ce qui a bloqué? Il faut revenir au blocage. Il faut toujours revenir au barrage pour ce type de problème-là. Ce que vous voulez dire, Linda, c'est que vous n'avez jamais tenté de séduire quelqu'un? Moi, je comprends pas clairement ce que vous dites. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est que vers 15-16 ans, quand c'est l'âge ou des fréquentations, ou de regarder les gars, tout ça, moi, j'aimais mieux m'enfermer avec un livre dans ma chambre. J'étais très mal à l'aise avec des groupes. J'avais pas d'amis de filles, j'avais pas d'amis de gars. Je me sentais mal dans ce type-là. Et vers 18 ans, je me suis mis à prendre beaucoup de poids. Et le poids n'a pas arrêté depuis ce temps-là. Mais je m'aperçois, parce que quand vous parlez à des gens, que le processus de séduction, j'en ai pas eu. J'ai pas eu d'estime de moi. J'ai jamais pensé que j'étais belle. Il manque de quoi. Et j'ai... Comme si vous vous refusiez ça. Oui, exactement. Alors, il faut revenir à l'origine du mal, au blocage. Et ça peut avoir arrivé vers quel âge? À peu près, là, le blocage, parce qu'il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, là. 3-4 ans. Oh. Oui. Ça t'appelle mécanique. OK. Et si on trouve le blocage en question, parce qu'à 3-4 ans, c'est quand même jeune. Je sais que j'ai été abusée à cet âge-là.
Tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Je l'ai su, ça fait à peu près 1 an. Là. Abusé par qui? C'est quelqu'un chez qui je me faisais garder, qui avait ses propres enfants. Évidemment. Et c'était l'homme, c'était pas la femme, là. Non, c'était un des plus vieux de la famille. Et quel âge avait-il, le grand garçon? Il était beaucoup plus vieux que moi. J'ai l'impression qu'il avait à ce moment-là peut-être 20 ans. Ah, oui, c'est un jeune adulte. Oui, c'est un homme adulte. Oui. Oui, c'est un homme adulte, là. Mais moi, je m'en suis aperçue dernièrement parce que, à un moment donné, bon, j'ai fait une thérapie et tout ça, et je me suis aperçue que cet homme-là était tout le temps avec moi. Il était juste avec moi, puis il y avait juste moi qui avait le droit d'y parler, puis il faisait des détours pour juste venir me voir. Et bon, j'ai retourné à la source et oui, cette personne-là m'a abusé. Mais votre mère, est-ce qu'elle s'en est aperçue à ce moment-là? Ma mère, ce qu'elle faisait, c'est que c'était une femme qui travaillait beaucoup. Fait que du lundi au vendredi, pour me donner une famille stable, me faisait garder dans cette famille-là, moi. Vous dormiez là? Je dormais là. La dame a été... Hey, votre mère était une femme travaillante, Linda. Ah ben, elle n'avait pas vraiment le choix parce que... Ben oui, écoutez, elle n'avait pas le choix. Elle travaillait. C'est pour ça que vous avez été abusé. Dès que le monde travaille, les enfants sont abusés. Non, ben c'est pas à cause de ça, c'est parce que ma mère, le contexte familial, c'est que mon père était un alcoolique très violent. Ouais. Et il s'en prenait à nous régulièrement. Et votre mère n'était pas intéressée à vous élever. Non, pas du tout. Venez-vous donc. Je pense que c'était un instinct de protection. Elle l'aurait sorti de la famille, Pierre, pour le protéger du père, mais elle n'a pas flashé le père. Votre mère, ça n'est une charmante, une bonne Québécoise, comme il y en a, légende. Toutes les Québécoises ne sont pas comme ça, mais il y en a. Alors, ceci étant dit, Linda, revenons à nos moutons. OK. Et comment... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre thérapie? Là, vous avez fait une thérapie, puis vous m'appelez après? Non, mais c'est parce que vous, elle n'a pas parlé du processus de la séduction. Vous avez parlé. Écoutez, elle pesait combien, votre thérapeute? Hein? Combien pesait votre thérapeute? Oh, c'est une femme mince, une grande femme mince. Ah, ouais? Quel âge qu'elle avait? Oh, elle doit avoir à peu près une 50aine d'années, certaines. Active sexuellement ou inactive? Ben là, comment vous voulez, je demande ça à mon thérapeute, moi. Ça a été mis sur la table, Pierre. Non, regardez, c'est parce que Linda, vous riez, mais c'est pathétique. Vous savez, les thérapeutes, pour intervenir, se doivent d'être conscients de leurs problèmes et de pas trop en avoir. Sinon, ça donne rien, leurs interventions. C'est du maternage. Elle vous a donné à mamelle une secousse, puis ensuite elle vous a dit, va jouer dans le trafic. Puis là, vous appelez Mayou. J'ai fait une thérapie, mais processus de séduction, on n'a pas parlé de ça. C'est élémentaire. Exact, c'est ça. Tu sais, Janine, moi, j'en reviens pas, là, chez moi quelques-uns. J'ai un peu de misère avec les thérapeutes de la parole du Québec, là. Tu sais, j'ai fait une thérapie, on n'a pas abordé le processus de séduction. Hey, j'ai honte. Vous étiez une femme. Vous n'étiez pas une petite fille quand vous êtes allée en thérapie. Non, ça fait à peu près 2-3 ans. Là. Et vous avez quel âge? 44. 44 ans? Les plus beaux âges. Non, vous savez, les thérapeutes, il faut qu'ils soient un petit peu équilibrés, sinon ça va valoir quoi, les thérapies? Oui, mais le problème, c'est que quand on va les voir, c'est parce que nous, on n'est pas trop équilibrés. Je sais. Alors, Linda, OK. 3-4 ans? Oui. Alors, il s'est passé quoi? Il s'est passé des abus sexuels, possiblement, ou probablement. Oui. Il s'est passé quoi d'autre? Beaucoup de violence familiale. Oui. Bon, OK, il s'est passé plein d'affaires. Oui. La question, c'est que un enfant normal, à 3-4 ans, ça a besoin de quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu, que vous auriez eu besoin? C'est sécurité. Sécurité? Oui. Qu'est-ce que ça à part ça? De l'amour. Non, pas de l'amour, non, des marques d'affection. Oui. Pas du taponnage sexuel, de l'affection. De l'affection. Non sexuel. Sécurité, affection. Quoi d'autre que vous auriez eu besoin à 3-4 ans? Probablement d'être écouté. Oui, mais ça va avec l'affection. Écoute, une personne affectueuse, je respecte l'homme. Oui. À part ça. Je sais que j'avais tellement peur de parler de ça parce que je suis certain que j'en ai pas parlé. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr, ça, j'en ai pas parlé. Est-ce que ça a duré longtemps? Parce que vous avez l'air d'avoir des souvenirs quand même. Mais attendez un peu, là. Ma question, je suis toujours dans la même question, là. De quoi auriez-vous besoin? Auriez-vous eu besoin à cet âge-là? Sécurité, affection, oui, quoi d'autre? Qui est essentiel à 3-4 ans? Ben, peut-être, le gîte et le couvert, ça, c'est sûr. Oui. Mais à part de ça, à part la sécurité, j'ai aucune idée, là. Bon, je vais vous le révéler. Et c'est ça que vous auriez dû découvrir dans votre thérapie. À 3-4 ans, les petits-enfants ont besoin de socialiser. D'amorcer le processus de socialisation. Linda, si vous êtes mal socialisé, vous ne pourrez jamais embarquer dans le processus de séduction. C'est un prérequis. C'est comme les mathématiques 101 pour aller à un cours plus haut. Comprenez-vous? OK. Pour aller aux autres. Ouais. Minimum. À ça, la socialisation, le processus de socialisation, ça arrive avant et c'est nécessaire pour le processus de séduction. Autrement, vous ne pourrez guère être plus qu'une pute. Alors, une pute peut se mettre. Comprenez-vous? Elle peut avoir toutes sortes de comportements sexuels, mais elle ne peut pas séduire parce qu'elle n'est pas socialisée ou mal socialisée. OK. Donc, on remonte. Alors, le début, voyez-vous, le type, tous les abus dont vous avez de tout ça, que vous avez connus à 3-4 ans, vous ont empêché de vivre dans une atmosphère sécure, affectueuse, qui vous aurait permis de découvrir les autres enfants, votre entourage. Allez, bonne chance. Bonjour, Linda. Pourtant, elle s'exprime très bien avec nous. Ça va très bien. Pardon? Elle a été entrée en contact, expliquer ses affaires. Non, on n'est pas entré en contact, là, Janine. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Et on va falloir qu'on fasse une émission là-dessus, la socialisation. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah oui. Parce que moi, je reste quand même sur l'impression que Linda nous a parlé facilement, c'était aisé. Ah oui. Mais par contre, au niveau de la socialisation, il y a eu un manque. C'était tout clair. Ce serait bien le fun qu'on revienne là-dessus. Ben oui, elle est capable de parler, elle est capable d'échanger, elle est intelligente, il n'y a pas de problème là. Maintenant, lorsqu'il s'agit de se rapprocher de quelqu'un, de se diriger vers l'intimité, c'est pas capable. Lorsqu'il s'agit de s'exprimer, de réagir, de ressentir le regard de l'autre, être capable de... Mais oui, écoute, elle l'a pas fait. À 15-16 ans, elle s'enfermait dans sa chambre avec un livre, était très mal à l'aise avec les groupes, alors c'est resté là. Ouais, comprends-tu? Oui, mais il va falloir aller plus à fond dans une émission. Et dans son cas, je considère que ce serait épouvantable l'envoyer se faire traiter par un sexologue parce qu'il essaierait de la rendre sexuée sans qu'elle devienne socialisée. Il manquerait une étape. C'est ça. Alors, on parle à Martin. Bonjour, Martin. Bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mayou. Bonjour, Martin. Je voudrais vous parler de la liberté d'expression aujourd'hui. Là où chez vous? La vôtre, hein? Ouais, vous en avez parlé cette semaine, puis je vous dirais que ça m'a comme interpellé. Allez-y. Pardon? Allez-y. Donc, vous aviez parlé de vous, entre autres, vous disiez que vous considériez être le prochain sur la liste de toutes les, entre guillemets, les grandes gueules, là. Qu'on veut faire taire, oui, définitivement. Ouais, ben ça. Et j'ai pas l'habitude d'être parano. Moi, ça m'a rejoint un peu dans mon vécu parce que, ben, je sais pas trop comment le dire, mais quand j'étais plus jeune, dans tout cas, quand j'étais plus jeune, je m'en rendais pas compte, mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que j'ai été brimé dans ma liberté d'expression. Oui. Comme la vaste majorité des petits Québécois. Mais j'ai l'impression, donc c'est pas clair? Quand vous dites j'ai l'impression que j'ai été brimé. Ben, c'est parce que j'ai pas encore un portrait extrêmement. J'essaie de regarder ça, d'être au-dessus de la mêlée, puis de comprendre la situation. Oui. Et je dirais pas que j'y parviens à 100% encore. Je peux vous donner un exemple, peut-être. Oui. Donc, par exemple, j'étais à l'école primaire, comme tout le monde, et puis il y avait, je suis arrivé pour m'exprimer à un moment donné, juste comme en discussion dans un groupe d'idées, que j'avais pas la même opinion que la professeure. Donc, elle m'a répondu, ta parole est d'argent, mais ton silence est d'or. Quand tu es jeune, tu comprends pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Mais quand tu y repenses plus tard, dans le fond, c'est un genre de ferme ta gueule. Oui. C'est en plein ça. C'est un ferme ta gueule poli. Fait que moi, ça m'a comme... Ben, vous l'aviez compris, par exemple, hein? Vous avez compris le fond de...
J'avais comme eu un malaise, disons. Oui. Martin, ce que vous amenez est la base de la culture québécoise. Ce sont les femmes qui octroient la liberté d'expression au Québec et elles octroient cette liberté avec énormément de parcimonie. Et retenons bien ce que je viens de dire là. Oui, d'accord. Oui, je pense que vous avez raison, mais en même temps, moi, ce qui me choquait, c'est que j'ai l'impression que si j'avais eu parce que je considère que ma capacité de jugement a augmenté avec le temps, si j'avais eu la capacité de jugement à l'époque que j'ai aujourd'hui, j'aurais été littéralement révolté par ce qu'elle m'avait dit. Oui. Parce qu'elle exigeait de moi un respect qu'elle ne me portait pas. En plein ça. J'avais tout compris. Oui. Quel âge avez-vous, Martin? J'ai 22 ans. 22 ans. Allez-y. Vous êtes suave à entendre. Continuez. Offrez-vous. Donc, c'est ça. Parce que vous reflétez un problème tellement gros au Québec. Un problème qui touche tellement de personnes. Mais c'est ça, je considère que la liberté d'expression, je veux dire, si un crétin a envie de m'insulter, c'est son droit. Oui. Mais par contre, j'ai le droit de ne pas l'entendre. De ne pas l'entendre ou lui répondre. Oui, j'ai aussi le droit de lui répondre, particulièrement s'il a commencé le premier. Fait que moi, ce qui me révolte un peu partout, c'est de dire qu'il y a des gens qui vous insultent ou qui vous manquent de respect. Puis généralement, ces gens-là sont placés en position d'autorité. Puis toi, tu n'as comme pas le choix d'endurer au nom que tu es placé cette autorité de cette personne-là, mais que c'est pas une autorité légitime, c'est juste une autorité un peu hiérarchique finalement. Je trouve ça assez révoltant. Puis on goûte à ça quand on est enfant en général. Beau discours masculin, Martin, cet après-midi. J'aime ça. Oui, mais... Avec quelques-uns comme vous, là, vous pouvez être sûr qu'on va faire du millage au Québec. En tout cas, merci. J'essaie de faire mon petit bout de chemin. Oui, puis le fait de le partager avec d'autres, c'est très inspirant. Merci, Martin. Merci beaucoup. Beau petit bout. Il s'est repris, par exemple. Il s'est repris, par exemple, parce qu'ils articulent ses idées, puis d'aplomb, hein? Un peu. C'est pas gagné. Non, c'est sûr. Il commence à avoir la capacité d'avoir un peu plus de recul face à tout ça. Oui. Et c'est là que ça devient fascinant. On en a besoin des Martins au Québec. Animatrice, Janine Ross. Bon, alors, je vais simplement mentionner que Martin nous appelait d'Alberta. Ça vous fait plaisir. Janine, on commence à couvrir grand. Alors, on a beau critiquer notre tribune, mais notre tribune, c'est une tribune que la collectivité s'est donnée et elle rayonne grandement. Ça s'appelle plus que du bouche à oreille, là. Oui, et c'est une tribune qui s'est développée, effectivement, non pas à coup de publicité, de gros montants d'argent alloués à la publicité, mais bien de bouche à oreille. Alors, on poursuit. On continue. On parle à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Roda. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de l'intelligence. Oui. Ça peut vous dire qu'à 72, c'était déficient? Oui, ça borde la déficience intellectuelle. Oui, on est mal barré à 72. OK, parce que moi, j'ai passé un test, puis j'ai moins que ça, puis c'est bizarre, mais je me considère pas déficiente, là. À combien? J'ai l'impression qu'elle m'a menti, là. Ma psychologue m'a dit que j'avais 70. 70? Je sais que c'est nul, là. Est-ce que vous savez lire? Oui. Oui, je sais lire. Est-ce que vous êtes capable de lire et de comprendre ce que vous lisez? Oui. Mais parfois, si quelqu'un me parle, parfois je comprends pas le sens de la question. Oui, ça peut arriver. Mais êtes-vous capable de prendre un livre? Oui. Puis vous êtes capable de lire un petit roman? Puis... Oui. Puis je suis capable de raconter toute l'histoire après. Oh, ouais. Puis vous avez 70? C'est ça qu'elle m'a dit. Est-ce qu'il est possible que vous ayez mal compris, que la psychologue se soit trompée? Non, elle m'a dit que j'avais 70. En tout cas, pour 70, vous vous exprimez assez bien, assez facilement. Y a-t-il différents tests, Pierre? Ou quand on veut comparer les QI, il faut que ce soit le même test, nécessairement? Oui, ça dépend. J'imagine qu'elle a utilisé un test bien standardisé. Là. Oh, oui, j'ai passé un test, là, toutes les affaires. Là. Il y a combien de temps vous avez passé ce test-là? 3-4 mois. Et là, vous avez quel âge, Nathalie? J'ai 36. 37? 36. 36? Oui. Et vous vous êtes rendu en quelle année au niveau scolaire? J'ai été jusqu'à secondaire 3. Avez-vous doublé des années? J'ai doublé ma première année. J'avais 16 ans quand j'ai lâché l'école. Oui. Mais vous avez doublé combien d'années?
J'ai doublé juste la première année. On appelait ça première année préparatoire. Oui. J'ai doublé cette année-là. Première année préparatoire, en tout cas. Écoutez, Nathalie, je suis un petit peu... Je reçois votre scepticisme parce que vous utilisez facilement beaucoup de mots. Et il n'y a pas de personnes de 70 qui vont nous parler d'une première année préparatoire. Habituellement, parce que la mémoire est faible. Ils ont beaucoup de difficultés à raconter leur passé. Les personnes qui ont 70, 72. Est-ce que ça se peut, Pierre, que des tests, ça se passe, t'es moins en forme, je sais au moment où tu passes, passer des choses. Avoir des choses qui interfèrent avec un résultat. Ou bien vous avez mal compris. Ou non, bien... elle m'a vraiment dit 70. J'en ai souvent parlé, et puis elle m'a dit que j'avais 70. Alors, OK. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Ben, je suis couturière. Vous êtes couturière? Oui. Lorsque vous allez au magasin, avez-vous de la difficulté à calculer le change? Ah, non, non. Ah, ben là. Non, écoutez, non. on va faire un test rapidement. Okay. 100 moins 7. On va faire des mathématiques mentales. Ça, oublie ça, je suis nulle là-dedans. Non, on va essayer quand même. 100 moins 7, ça donne combien? 100 moins 7? Je ne sais pas, parce que comme je dis, je sais pas mes tables. OK, ça vous l'avez pas appris. 20 moins 3. Comment? 20 moins 3. Ça fait 20. 20 moins 3, ça fait combien? 20 moins 3? Ouais. Ça fait 18? Non, attends. Non, c'est vraiment étrange, ça. Le nombre de mots, la capacité, la fluidité verbale. Je suis pas capable de... Comment on dit? C'est comme... Je suis pas capable de répondre rapidement. C'est comme... Ça me traduit un peu... Là. Mais vous y arriveriez. Oui, mais là, c'est parce que je suis nerveuse. Fait que je par là, quand je suis trop nerveuse, je me concentre plus. J'arrive pas à me concentrer. Vous savez, il y a toutes sortes de particularités du cerveau humain. Vous, les mathématiques, ça rentrait pas? Non, alors, j'ai oublié ça, j'étais nulle en mathématiques. Mais comment vous faites pour calculer votre change lorsque vous allez au magasin? Ben, ça me dit c'est 18 et 50. Je sais que c'est 18 et 50, je vais lui donner, là. Oui, mais si vous lui donnez un 20, il vous revient combien? Savez-vous, c'est ça? Si vous donnez un 20 pour pas, pour pas vous faire voler... Oui, ça coûte 18 et 50. La dame va vous remettre combien? $2, moi. Non, 1,50. 1,50? Ben oui. C'est vraiment étrange, ça, cette histoire-là. Parce qu'on m'a toujours dit que j'étais déficiente. Fait que je voulais passer le test si c'était vraiment vrai. Oui. Qu'est-ce que les gens pensaient, là? Oui. Mais ça vous empêche pas de travailler? Ça ne vous a quand même pas empêché d'aller en secondaire 3 parce que vous avez Qu'est-ce que des vous faites? notes. Ouais, mais ça peut être passé par charité, Janine. C'est bien embêtant, cette histoire-là. C'est ça, moi aussi. Oui, j'ai écouté à doubler la première, puis ils l'ont fait monter par charité, parce que les mathématiques ne rentraient pas du tout. Mais c'est bizarre que les mathématiques ne rentrent pas du tout. 10 moins 3, ça fait combien? Je sais pas. Ah, ça, c'est... Non, il y a quelque chose là qui s'est passé dans votre cerveau, madame. Avez-vous vos parents, de quoi ça avait l'air? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, vos parents? Ben, ma mère, elle nous a élevés, là. Oui. Mon père, je l'ai pas connu. C'est un inconnu? Je l'ai pas connu, non. Il a levé les feuilles ou... Votre mère a eu combien d'enfants? 3. 3 enfants? Avec cet homme-là? Oui. Puis, à un moment donné, il a disparu? Ben, quand elle est tombée enceinte de ma soeur et moi, elle est enceinte de 3 mois, je pense, et il est parti. OK. Et... votre mère, est-ce qu'elle avait un problème de boisson, de drogue? Non, aucun problème de ça. Aucun problème de ça? Non, elle a juste une maladie mentale, c'est tout, là. Ouais, OK. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie mentale? Psychose maniaco-dépressive. Ouais, elle a fait des psychoses? Pas quand j'étais jeune, elle a fait ça plus quand j'étais dans la vingtaine, là. Ouais. Ouais, ça, on n'en faisait pas. Eh bien... Je pense qu'elle est plus jeune que moi parce qu'elle a appris l'anglais, tout ça. Là. Oh, oui, alors, non, elle n'est pas déficiente, votre mère. Là. Elle a des problèmes de santé. Et vous, avez-vous été capable d'apprendre l'anglais? Ben, je sais quelques mots, là. Ouais. Je sais que si je vivrais dans un endroit juste anglais, je l'apprendrais. Oui, c'est assez... J'en suis certaine. Non, c'est votre incapacité d'apprendre toute mathématique qui est vraiment, là, qui est pas en proportion avec votre capacité linguistique. C'est très particulier, ça. Ah oui? Oui. Et vous faites quoi, là? Là, vous travaillez dans une manufacture de couture? Oui, c'est ça. Est-ce que vous vivez seul ou comment vous vivez, non, là? J'habite avec mon copain. Oui. Mais lui, c'est sûr que son kiwi, il est beaucoup plus que moi, là. Oui. Parce qu'il m'apprend beaucoup de choses. OK. Parce que ça fait combien de temps que vous vivez avec le copain? Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui. Avez-vous eu des enfants?
Non, Okay. je peux pas en avoir, moi. Parce que je suis borderline en plus, là. Non, mais êtes-vous stérilisé? Non, c'est parce que je suis borderline. Je peux pas me permettre d'avoir des enfants. Bon, Vous avez décidé ça? Ou on vous a dit que vous étiez... Ben, vu que je suis personnalité limite, c'est mieux que j'en ai pas, je vais les foquer sinon. Donc, c'est une décision personnelle. Vous avez décidé que c'était correct, tout ça pour vous. Il arrive toutes sortes de bizarreries de la nature. Dans votre cas, je serais curieux de revoir les tests psychologiques parce que votre capacité linguistique, vous vous exprimez quand même assez bien, vous avez un bon choix de mots, une mémoire assez vive. Votre mémoire est assez facile. Par contre, mathématiques, c'est épouvantable. Ouais, c'est particulier. Plus abstrait. Parce que c'est plus abstrait, Pierre, peut-être, mathématiques? Non, peut-être pour plus penser. Non. Il y a quelque chose là, qui est très particulier. Votre copain, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est frigoriste. Oui. Il répare des airs climatisés. Il répare des airs climatisés? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec? Ça fait 10 ans, vous dites? Oui, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Ça va bien ensemble? Oui, ça va bien. Vous avez du fun? Pas toujours. Pas toujours? Il boit pas mal, là. Pardon? Il boit pas mal. Il a des problèmes d'alcool. La drogue? Non, pas de drogue. Il boit juste de l'alcool, puis il dit souvent que s'il boit, c'est à cause de moi, parce que je suis dur à endurer, là. Il dit ça des fois, là. Bon. C'est pas rose. Ça ne lui tente pas d'aller voir ailleurs? Ben, c'est ça, j'ai dit, si t'es si malheureux avec moi, pourquoi tu vas pas voir ailleurs? Ouais. Mais là, je pense qu'il est bien dans le fond avec moi. Déduction. Je fasse plus de ménage. Pardon? Il voudrait que je fasse plus de ménage. Ah ouais? Puis moi, je suis pas tiquée vraiment sur ça. Faire le ménage, ça m'écarte. Vous savez, Nathalie, dans votre cas 70, là, j'aimerais savoir le détail des tests. Parce qu'il est possible que quand vous étiez jeune, là, il s'est passé des choses. Votre développement n'a pas été, c'est pas une déficience. Si vous êtes déficiente, c'est pas uniforme. Parce que juste interroger Pierre sur son propre état, comme elle le fait depuis tantôt, c'est déjà une marque d'intelligence. Non, c'est trop vif. Non, à 70, là, ça paraît, ça va autrement moins vite que ça. Allez, Nathalie, amusez-vous bien, puis profitez de la vie, puis bonsoir, OK? Bye. On roule avec nos forces. C'est pour ça que les chiffres, là, on a avantage à les expliquer un peu. Ça, Pierre, ça fait peur de catégoriser à un moment donné. Oui, parce que... Tu veux le savoir, tu t'en vas, tu as un dossier, puis tu te retrouves avec un chiffre, tu te penses bien intelligent, puis ça vaut ce que ça vaut. Il y en a beaucoup qui ont remis ça, ces tests de QI en question. Attends un petit peu. C'est l'interprétation. Bon. Et il faut tenir compte de toute une série. Il y a différentes atteintes au cerveau. OK? Oui. Il y a différentes lacunes. Comme elle, la déficience n'est sûrement pas linguistique. Elle s'exprime, les mots sortent. Écoute, elle se rappelle à 36 ans que c'était une année préparatoire. Wow, les moteurs, là. Elle, au niveau de la mémoire, je te dirais qu'elle a presque une mémoire moyenne. Puis c'est très fluide au niveau du langage. Par contre, au niveau des mathématiques, c'est complètement nul. Elle n'est pas capable. C'est pas capable de conceptualiser. Mais Pierre, au moment d'un test de QI, là, si tu es stressé, si tu es mal à l'aise, si tu es sous pression, est-ce que ça peut influer sur les notes? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Si tu paralyses, comme des étudiants. Il peut y avoir, regarde, dans la nature, là, il y a toutes sortes d'avaries au cerveau. Et il peut très bien y avoir des centres qui ont été touchés pour différentes raisons. Oui. Sa mère était possiblement psychotique, il n'y avait pas de père. Écoute, il y a peut-être eu un peu de malnutrition là-dedans. Janine, là, possible. Oui. Lorsqu'on évalue les enfants qui viennent de certains pays africains puis d'Haïti, là, il y a toutes sortes de bizarreries dans les évaluations. Les lésions en raison d'une malnutrition, oui. Malnutrition, des coups, toutes sortes de maudites patentes. Alors là, c'est sûr que si on faisait son passé, on dirait, ouh. C'est pour ça que et dans les tests, vois-tu, le 70, ça c'est une moyenne. Il faudrait voir les sous-tests, ce dans quoi elle était bonne. Parce que je soupçonne sa mémoire d'être quasi normale. Alors si sa mémoire est quasi normale, puis en mathématiques elle est absolument pourrie, ça lui donne une moyenne de 70, mais elle n'est pas 70 dans tout. Elle peut être très forte dans d'autres choses. Tu comprends-tu? Oui, tout à fait. Donc c'est pas important. Non, puis la capacité d'une site, là, la capacité d'échanger avec son chum, oh oui, j'ai dit, puis si t'es pas content, on va vivre avec un autre. Hey, Janine, c'est pas un langage conforme avec la déficience intellectuelle. Bon, alors j'espère que ça la rassure. Puis ça nous permet d'illustrer un peu, vous permet d'illustrer votre théorie. Okay. D'où l'importance de parler de tout ça. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Alors c'est une tribune libre du vendredi.
vendredi. On revient à nos bonnes vieilles habitudes. 790-0224, 1-800-667-5241. Et on parle tout de suite à Marilyn. Bonjour, Marilyn. Bonjour. Oui, bonjour, Marilyn. Bon, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai besoin qu'on m'aide à réfléchir à quelque chose. Allez-y. Je ne sais pas quel détail vous donner. Je vais vous en lancer quelques-uns. Mon frère a 11 ans de plus que moi. J'en ai 37. Je suis née à peu près à l'âge de ma mère qui avait 39 ans. Donc, je peux présumer que 11 ans plus tard, je n'étais peut-être pas prévue dans le décor. Ma mère, je ne peux pas porter de diagnostic, je ne suis pas médecin, mais je peux vous dire qu'elle m'a foqué mon jugement comme il faut. Ça m'a pris, je vous dirais que j'ai rencontré un conjoint à peu près à l'âge de 22 ans. Et puis, depuis 7 ans, j'arrête pas de travailler sur moi-même pour rééquilibrer ce jugement-là. Maintenant, mon frère est 11 ans de plus que moi, il est gay. Oui. Il est homosexuel? Oui. Oui. Et puis, là, ce qui se passe entre les deux, c'est très particulier. J'ai vu, moi, très jeune, que la relation entre mon frère et ma mère était très étroite, étant donné le décès de mon père, quand j'avais 6 ans. Quand je dirais étroite, je dirais pas sexuelle, mais je dirais que je pense que ma mère s'est accaparée de mon frère, puis a mis la main dessus, comme on dit. Oui. Je connais pas toutes les répercussions psychologiques que ça peut avoir sur mon frère. On n'en parle pas nécessairement très ouvertement. Je pense que mon frère est conscient, mais ne veut pas divulguer ou admettre. Donc ça vous regarde pas, là. Exact. Exact, je suis d'accord avec ça. OK. Mais présentement, c'est que je fais partie d'une famille. C'est-à-dire que j'en fais plus partie maintenant. Vous êtes exclu, là. Oui, je me suis exclue. Elle m'a dit, comme ça, tu veux faire partie de ma famille. J'ai dit non. Pour plusieurs raisons. Là, parce Quand est-ce que c'est arrivé, ça, Marilyn? Cet été. Cet été. Ah, OK. Alors, votre mère a quel âge présentement? 70. Ah, elle a 70 ans. Et là, elle vient de vous dire la comique. Elle m'a posé la question clé, OK? Je pense que celle que ça faisait longtemps qu'elle voulait entendre la réponse. Laquelle? Tu veux plus faire partie de ma famille. La matriarche baveuse. Quelle Québécoise baveuse? Tu veux plus faire partie de ma famille? Oui. Non, mais ça prend-tu baveux? Non, mais Pierre, je trouve que c'est gentil. Ça a ouvert une porte à Marilyn. Oui. Non? Oui. Oui, parce que ça faisait longtemps, mais mon frère accepte pas que je brise la relation. Pardon? C'est votre frère qui fait... De quoi il se mêle? Il se mêle que lui a une idéologie de famille. Ah, ben écoutez, qui allait en faire une famille, qui arrête de vous écœurer, là. Ben, il peut pas en faire une, là. C'est ça. Non, mais écoute, c'est son maudit problème. Écoute, il peut s'accoupler avec, il peut engrosser une femme n'importe quand, puis il ira s'en faire une famille, qui arrête de vous écœurer avec ça. Ça, je suis d'accord avec ça. Règle-lui son problème en 2 temps, 3 mouvements. Ben, c'est ça. Il m'a demandé de régler ça, fait que j'ai appelé ma mère, puis je lui ai expliqué ce que je pensais, puis comment je vivais ça, puis que j'étais tannée de vivre ça comme ça. C'est ça. OK? Bon. Elle m'a posé la question, puis je lui ai dit non, puis depuis ce temps-là, on se recommunique pas. Sauf que le hic, présentement, c'est que j'ai des enfants. Oui. Et puis, j'essaie de faire du mieux possible pour pas impliquer les enfants dans cette histoire-là. Vous n'avez pas le choix. Les enfants sont nécessairement impliqués. Exact. Les enfants sont encore... Alors, Marilyn, si vous avez une mauvaise relation avec votre mère puis que vous rompez les ponts, les enfants, s'ils sont jeunes, ne voient pas leur grand-mère. Le problème, ça s'arrête là. Si elle n'est pas contente, elle ira chercher un ordre de cours. Oui, mais il y a des limites. Entendu dire le contraire. C'est pour ça que je vous appelle. Non, mais ça dépend. Votre mère, est-ce que c'est une femme qui a d'allure ou c'est une sans-allure? Non. Alors, quel est l'intérêt de vos enfants à fréquenter une grand-mère sans dessin? Bon, je me suis demandé si face à mes enfants, un jour, ils me diraient pourquoi tu ne m'as pas laissé prendre cette décision-là par moi-même. Attendez un peu, quel âge ont-ils? Ils ont 12 et 14. Bon. À l'heure actuelle, quel est le genre... Est-ce qu'eux réclament des contacts avec leur grand-mère? Non. Bon, ben à ce moment-là, le problème est réglé, ma chère. OK. C'est bonsoir. Par rapport à mon frère. Pardon? Par rapport à mon frère. Ben là, votre frère, là, qu'il aille se faire foutre. La même chose. Hein? Qu'il aille se faire foutre. Si lui veut venir voir sa sœur, en moi, je lui ai proposé des décisions de sa sœur, je lui ai proposé une relation où ma mère serait exclue. Non, regardez, Marilyn, on arrête. OK. On arrête tout? Je suis allée trop loin, c'est bon. Non. Vous avez 2 petits-enfants? Oui. 12 et 14 ans? Oui. Avez-vous un conjoint? Oui. Avez-vous du plaisir dans la vie? Oui. Vous continuez et les autres, bonsoir. OK. Ils sont partis. Excellent. Merci pour votre travail. Au revoir. Bonjour, Marilyn. Ah oui, il y a des décisions qu'on prend. Ben oui. Certains problèmes se règlent en 3 minutes, Janine. Mais ça aide d'avoir un point de vue externe, Pierre.
Ça aide quand même, parce que t'es complètement détaché. Là. C'est pas le Elle point nous de explique vue. ça, puis c'est simple. C'est pas le point de vue qu'elle voulait. Mais ça renforçait, par exemple, son feeling intérieur. Elle voulait la permission de faire ce qu'il semblait bon de faire. Elle avait raison. Elle voulait un support, elle voulait un appui. Et vous l'avez donné. On parle à Nancy maintenant. Bonjour Nancy. Bonjour. Bonjour Nancy. Moi, j'avais une question pour le docteur Mailloux. Allez-y fort. J'ai une petite fille de 8 ans qui a passé, il y a 2 ans, un test de QI à l'école pour déficience intellectuelle. Oui. Elle est sortie co-frontière. Là, présentement, on reparle de la réévaluer parce qu'il parle de peut-être légère, moyen. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'on peut changer de même jusqu'à tant qu'elle soit... parce que je sais qu'il y a profond aussi, là, mais est-ce qu'à m'amener, elle va plafonner à léger ou moyen ou ça va tout le temps augmenter? Non, ça change très peu. OK. Maintenant, on a avantage à être prudent parce que le cerveau humain, c'est une bébite assez particulière. Oui. Et à un moment donné, il y a des jeunes enfants qui peuvent coter assez bas sur des tests, puis 4-5 ans plus tard, coter un peu plus haut. OK. Mais généralement, après 12-13 ans, là c'est pas mal définitif. Là. Ça va rester comme avant. Mais ça veut dire que les tests qu'ils vont faire, vu qu'elle a 8 ans cette année, peuvent être pas être le dernier diagnostic. On va patienter, on y en fera d'autres à 13 ans, OK? OK, mais comme ça, parce que moi, dans mon idée, un coup passé au QI, je me disais, parce qu'elle avait passé l'AMPER, elle a passé après ça au co-frontière, je me disais, tu sais, on changera pas, elle est dans une école spécialisée où elle est quand même stimulée, mais là, je pensais pas qu'on pouvait continuer à se développer en déficience de même, là. Attendez un peu, un instant, là. Répétez ce que vous venez de dire, c'est quoi parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Moi, dans mon idée, un coup qui avait été évalué, c'était un test final. Je croyais pas qu'on pouvait passer de co-frontière à léger à moyen, parce que moi, Non, attendez un peu, là. Il y a plusieurs mots qui sont synonymes, là. Oui. C'est frontière puis léger, c'est la même chose, là, ou à quelques poils près, là. OK. Il y a plusieurs mots qu'ils utilisent. C'est pour ça que j'en parle un petit peu à la radio, parce que dépendamment des psychologues, des endroits, ils utilisent plusieurs mots, mais des fois, les mots veulent dire exactement la même chose. OK. C'est pas des mots différents, là. OK. Comprenez-vous? D'après ce que vous comprenez, Pierre, c'est léger? Non, je ne sais pas. C'est qu'on ne vous a pas donné de chiffres, il vous parle avec des mots. C'est pour ça que tantôt, quand la fille elle a appelé, elle donne des chiffres, je me suis dit, elle les a pris où, elle? Parce que moi, on m'a pas parlé de chiffres, on m'a parlé de co-frontière. Bon, pour que ce soit plus clair dans l'avenir, demandez les chiffres et demandez pas les mots. OK. Parce que les mots varient selon les psychologues, mais des fois, ça veut dire plus ou moins quelque chose. OK. Et c'est comme ça que les psychologues endorment. Certains psychologues endorment un peu le peuple. Ils utilisent des mots au lieu d'être... Les tests qu'ils font donnent des chiffres. OK. Demandez, c'est quoi le chiffre qu'elle a eu? OK. OK? C'est quoi les 3 chiffres? Le chiffre moyen, puis le quotient verbal, puis le non-verbal. Puis quand vous avez les 3 chiffres, des résultats, là, vous m'appelez. OK. On va lui brosser la canisse. Mais Nancy, elle a retenu quelque chose que vous avez dit, par exemple. Oui. Ça s'améliore. Oui. Dans certains cas, ça peut s'améliorer. Ça peut s'améliorer un petit peu. Mais partez avec ça, hein. Moi, je trouve ça excellent. Il peut y avoir un petit peu d'amélioration. Oui. Je voulais aussi savoir, est-ce que c'est vrai que quand on est parents, mettons, d'enfants comme ça, avec la déficience, parce que tantôt, au début de l'émission, vous parliez là, du jeune homme là, qui a brutalisé l'enfant. Est-ce que les parents sont pas garants jusqu'à un certain âge, comme 21 ans, je crois, de leurs actes? Non. OK, parce que moi, j'avais entendu ça dans des réunions de parents handicapés. J'ai jamais entendu parler de ça. La seule chose, lorsqu'on a un enfant qui est déficient, à 18 ans, par exemple, on s'assure qu'il y a un tuteur ou un curateur. Okay. On ne le laisse pas aller dans le trafic lorsqu'on sait. Et c'est là que je dis que les services sociaux ont rendu un très mauvais service à la collectivité québécoise. Okay. Ils n'ont pas mis sur pied un service simple pour bien encadrer les déficients. Oui. Comme votre enfant, là, elle est en école spécialisée. Oui. À 18 ans, il va arriver quoi? Aucune idée. À la maison. Voyez-vous, là, les travailleuses sociales vous ont laissé tomber. Alors que normalement, il devrait y avoir un petit programme. Tu sais, ils vont aller à l'école spécialisée. À 18 ans, on va faire telle affaire. Tu comprends? Un petit programme prévu d'avance. Ça va peut-être changer, par exemple, dans 10 ans. Moi, présentement, vu qu'elle est co-frontière, elle ne figure dans aucun programme. Pas au CSDI, pas dans rien. Fait que c'est là que ça devient... Tu sais, je me dis... Oui, je comprends très bien.
Et c'est exactement le cas du grand jeune homme d'Éric Pelchat à 72. OK. Comprenez-vous? Il était le seul lui-même, puis là, il se ramasse dans des tas de problèmes. Alors, on s'en reparlera quand elle grandira. On verra ce que votre enfant sera capable de faire au fur et à mesure que l'enfant grandira. Mais vous le ferez réévaluer, cet enfant-là, à 13 ans. Correct? Oui. Bye, Nancy. Alors, on va s'en donner des... Les services sociaux ont gaspillé, depuis 40 ans, des tonnes de milliards au Québec. On va s'en donner des paramètres. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Le Dominique du vendredi 790-0224, 1-800-667-5241. On parle tout de suite à Denis. Bonjour, Denis. Oui, bonjour Pierre, bonjour Janine. Bonjour, Denis. Bon, moi j'appelle parce que j'ai un petit peu de misère là, au processus de séduction. Je vais faire, dans mon travail, je vais être performant, j'arbitre au hockey, j'arbitre à la balle, la majorité des jeunes disent que j'aime mon travail, puis ça paraît bien. Tu sais, j'ai le contrôle quasiment partout, sauf là. J'ai bien de la misère avec le matriarcat. On est peut-être juste deux, M. Maillot, là. Mais j'ai beaucoup de misère avec le matriarcat. Puis on dirait que ça me freine pour essayer de creuser une fille, puis tu sais, essayer de faire comme la plupart des gens font, là, se matcher, entre autres. Comme Vous avez quel âge, Denis? J'ai 42. Bon, 42 ans. Et lorsque vous dites que vous avez de la difficulté avec le matriarcat, expliquez-vous. Ben, c'est que le contrôle, c'est qu'ils veulent toujours le contrôle. Tu sais, ils veulent? Pardon? Ils veulent? Ben, ils veulent, ouais, c'est vrai, j'exagère. Non, c'est il ou elle? Ben, plutôt elle, ouais, non, c'est pas aux hommes. Okay. Non, mais écoutez, il y a tellement d'homosexuels maintenant. Puis il s'affirme bien fort. Là. Oui, il s'affirme. Ou bien il voit chez les femmes le contrôle comme étant quelque chose de masculin. Alors expliquez-vous, là. Non, Janine, c'est pas ça. Non, je fais des folies des mots. Moi, je suis pour la liberté entre les deux. Puis moi, je veux que ça soit autant l'homme que la femme qui fassent des choses, mais en concertation, tout simplement. Oui. Mais le hic, c'est que la plupart, au début, ça va toujours bien. C'est la Terre là, qui est en train de tourner, elle vire de bord, là, puis dans le même sens. Là. Assez que t'en perds tes orteils. Mais c'est ça que je comprends pas. Aussitôt que ça commence, que là, on dirait, mais c'est peut-être moi qui fais cette idée-là, là, M. Maillot, vous me rabourrez s'il faut. Mais c'est votre expérience, Denis. Oui. Vous parlez de votre expérience, hein? Et comment vous vivez ça? Ce que je vois autour de moi aussi, c'est pas Jojo, là. On voit que c'est le contrôle, c'est la femelle qui mène, puis c'est elle qui drive tout. Mais t'as toujours un chien, un colon, un couillon que j'appelle, qui va venir au date pour sa femme pour dire ah blablabla, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis quand il est rendu chez eux, sa femme a dit hey, coucher Fido, puis il se couche là. Moi, ces couillons-là, je suis pas capable, j'ai de la misère avec ça comme pour mourir. Puis je le sais qu'il y en existe des femmes sérieuses puis correctes, mais moi, on dit que j'ai de la misère. Vous savez, une femme au Québec adulte qui est respectueuse, capable d'un rapport égalitaire, ça court pas les rues. Parce que une femme respectueuse qui est capable d'un rapport égalitaire et qui va accepter qu'on puisse ne pas être d'accord avec elle. Mais Pierre et Denis. Comment ça se fait rare? L'exemple le plus fou, c'est des jeunes, c'est un jeune couple. La jeune femme invite des collègues de travail à son mariage. Elle décide de tout, puis à un moment donné, son futur conjoint appelle, et dit c'est mon mariage, j'organise. Enfin, c'est sorti que lui avait rien à dire. C'était son mariage. Les autres étaient. Mais il y en avait des femmes qui étaient scandalisées autour de ça. C'est fréquent, ça. L'appropriation féminine commence là. Ils ont le tour en plus. Hein, ces gens-là sont très hypocrites. Ils font ça par en dessous de la couverte. C'est tout le temps comme ça. L'hypocrisie au max, je sais, vous en avez déjà parlé, M. Maillot, là-dedans, mais c'est l'hypocrisie au max, au début, tu sais, pour tout. Denis, je vais me faire l'avocat du diable. Allez-y. Bon, vous savez, à 40 ans, il y a énormément de femmes qui ont été très mal servies sexuellement. Quand ça fait 15 ans que vous vous faites copuler, que vous jouissez à peu près jamais, j'essaie de me mettre dans la peau de ces femmes-là.
ils doivent venir un petit peu en beau maudit. Ça se peut-tu? C'est possible, sauf que... Si on les copulerait un peu mieux, peut-être qu'elles souriraient un peu mieux, puis qu'elles seraient peut-être un peu plus ouvertes. Oui, mais comment ça qu'ils sont... Parce que les gars qui se font ramasser, même c'est des gars faciles, des gars à femmes qui appellent, là, tu sais. Puis, il y a beaucoup de femmes qui souffrent d'insécurité, puis ils n'aiment pas ça être seul, puis ça prend un petit chien de poche quelque part. Oui, c'est ça. Tu sais, mais... Caroline Levin, pourquoi qu'ils sont pas capables? Ils devraient le détecter, le mec, pas idéal, mais ils devraient le voir, ils devraient le voir venir, ils devraient le checker à voir, bon ben lui, qu'est-ce qu'il fait? On va poser quelques questions. Attendez un peu, là, faut pas mettre la gente féminine dans le même panier, là. La catégorie des 20 ans versus la catégorie des femmes de 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Alors, on ne peut pas parler des femmes de 20 ans comme on parle des femmes de 40 ans. Mais l'exemple à que 20 je vous donne, ans, on Pierre, découvre, oui. L'exemple que je vous donne là, du mariage, c'est mon mariage, puis tu n'as rien à dire à ça. C'est une femme dans la vingtaine. Ben oui, cette femme-là, regardez, Denis et Janine, c'est pour ça que je vous dis, on éduque très mal les fillettes au Québec. Il n'y a à peu près pas d'éducation pour les fillettes. Les fillettes grandissent généralement laissées elles-mêmes. Puis elles imitent beaucoup de leurs mères, qui sont des femmes dominantes, des femmes dominatrices, des matriarches, des contrôlantes, des picosseuses. Ça se peut-tu que ce soit par insécurité, je te contrôle avant que tu me contrôles, dans certains cas? Est-ce que c'est possible? Oui, insécurité, beaucoup de frustration. Merci. C'est qu'il y a énormément de femmes québécoises extrêmement frustrées, principalement dans leur sexualité. C'est important. La sexualité influe sur le comportement, surtout féminin. Oui, mais qu'elle soit willing avec quelqu'un qui vaut la peine. Des fois, pour combler un manque, ils vont y aller avec le facile, peut-être, comme nous autres, on peut faire les hommes aussi, là. C'est pas ça que je veux dire, mais... Merci, Denis. Bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Vous avez des interrogations, c'est la tribune libre du vendredi. C'est tous les sujets sont bienvenus. 790-0224, 1-800-667-5241. Et on va tout de suite à Martine. Bonjour Martine. Bonjour Janine. Bonjour Dr Mayou. Bonjour Martine. Je veux vous dire avant de partager mon expérience personnelle que je vous aime beaucoup, Dr Mayou. Ça fait plusieurs années que je vous écoute. Et ce que j'aime beaucoup de vous, c'est que vous vous assumez entièrement. Et que vous allez au bout de ce que vous dites, peu importe les conséquences. Puis je trouve que c'est un exemple à suivre. Puis vous êtes un modèle pour moi. Merci, madame. Alors moi, je suis la dernière d'une famille de 10 enfants. J'ai 44 ans. Oui. Et depuis 1 an, j'ai diminué les visites chez ma mère. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de réactions de la part de ma famille, mes frères et sœurs. Parce que, étant la dernière, je pense que je suis encore vue comme la belle petite poupée qui est arrivée, la dernière de la famille. Et je pense que je suis encore là pour eux autres. J'ai été élevée par une mère extrêmement contrôlante. Et j'allais plus la voir parce que petit à petit, j'ai pris conscience pourquoi j'allais plus la voir au niveau de son contrôle, au niveau... Elle est rendue à quel âge, la bonne femme? 85 ans. Bon, ouais. Je sais qu'elle en a... C'est un congé tardif, Martine. Oui, je que sais, vous êtes mais accordé. Je trouve que pour moi, c'est un beau cheminement que j'ai, puis je trouve ça important. Et pour faire suite à l'appel de Martin, j'ai écouté tout à l'heure au niveau de la liberté d'expression, je me suis dit, c'est aujourd'hui que j'appelle, puis j'ai le goût de partager ça. C'est que, bon, beaucoup de contrôle, jamais de bonne humeur, toujours en train de chialer. Et suite à ça, ma famille a beaucoup réagi. Tu devrais pas faire ça. Oui, mais Martine, 10 enfants, avez-vous pensé, votre pauvre mère, 10 enfants, jamais eu d'orgasme. Mettez-vous à sa place. Dans quel état seriez-vous? Très frustrée. C'est aussi Probablement. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne change pas le résultat pareil. Non, pour la petite Martine, là. Non, oui, mais Janine, non, c'est important. L'humain a besoin de comprendre avant de disposer. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La bonne femme, elle a 85 ans, elle a eu 10 enfants, elle a probablement jamais joui de sa vie. C'est pas comique pantoute. Sauf que ça m'a fait voir ma famille telle qu'elle était suite à ça. Oui. Maintenant, un point. Il y a un point que je trouve intéressant. C'est, je m'évertue à dire que le respect ne fait pas partie de la culture tribale du Québec. Vous êtes 10 chez vous,
et personne ne vous respecte. Non. Et Ça vient me chercher beaucoup plus que la vieille qui est aveugle d'entrer dans le trou. Et moi, ce que je recherchais, parce que j'ai commencé à m'exprimer, ça fait pas si longtemps que ça, inconsciemment, je m'attendais à une forme d'approbation. Oui. De respect. Ça a fait complètement le contraire. De respect minimal. Ouais. On m'a harcelé presque en me venant dans ma cour. Frères et sœurs? Par mon frère dernièrement cette semaine, parce que moi je demeure en Estrie, je suis native du Lac-Saint-Jean. Oui. Alors, je suis loin, heureusement. Et mon frère est arrivé sans que je l'attende, sans prévenir. Et là, il est arrivé avec ce qu'on entend beaucoup. Elle a fait ce qu'elle a pu. Il faut pardonner. Vous savez la rengaine, M. Mailly? Non, je la connais pas. En terminant par un « je t'aime ». Alors moi, Alors moi, les deux phrases dont je suis allergique présentement, c'est « elle a fait ce qu'elle a pu » et « je t'aime ». Mais vous êtes suave après-midi. Alors moi, là, suite au dernier appel du monsieur aussi qui parlait des contrôles des femmes, là, les 3 appels précédents me rejoignent. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais. Oui. J'ai à partager ça. Oui. C'est mon choix. Et là, dernièrement, ma mère appelait. J'avais un répondeur. Alors là, il me laissait des messages. Et je ne lui retournais pas son appel parce que j'avais pas le goût. Oui. C'est simple. Et maintenant, j'ai débranché le répondeur. J'ai seulement l'afficheur. Oui. Je sais quand elle appelle. J'ai pris la décision de ne pas rappeler. Et là, hier, j'ai reçu une lettre. Étape suivante. Je ne vous lirai pas la lettre au complet, mais quelques phrases. Allez-y. Martine, la santé est très fragile. Je ne me vois pas être encore malade comme j'ai été. Peut-être que ce sera la dernière fois. Je ne veux pas mourir sans te voir. Alors, j'aimerais que tu prennes quelques journées de tes vacances pour venir me voir. Là, je sais qu'elle doit être en maudit parce qu'elle ne peut plus me laisser de message. La vieille est sur le bord du trou. Mais est-ce qu'elle faisait Puis elle a besoin de faire attention parce que on va la pousser dans le trou. Mais est-ce Moi, qu'elle je ne faisait vais pas dans le trou avec. C'est une forme de manipulation, là. Beaucoup de manipulation. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça? Ben, Tout le temps. Voyons, Beaucoup de contrôle. Ceux-là de ma famille, je pense qu'ils en sont conscients. Et je me suis aperçue que ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de faire comme moi, c'est qu'ils sont dans leur religion encore. Ouais. Ce que moi, je ne suis plus. Vous êtes plus jeune, vous avez échappé à ça? Non, je pense pas que c'est l'âge. C'est un moment donné, à force d'écouter Maillot. Monsieur Maillot, le maudit athée. Et ça fait plusieurs années aussi que je fais de la Pensez une poignée du café, Pierre? Je suis athée. Non, je ne suis pas du café que je prends l'après-midi. Vous êtes au thé vert, normalement. C'est du thé vert. Martine, oui. Grand service à la collectivité cet après-midi. Si je peux aider quelqu'un, alors c'est mon c'est fait, c'est merci, fait. Merci, M. Maillot, puis là, chaque fois. Bonjour, Martine. Au square de Martin. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. L'histoire d'une famille sur 80 ans, ça change les choses. Les choses changent, n'est-ce pas? Comme? Le type de relation, tu remets en question ce qui s'est passé dans l'enfance, ce qui s'est passé dans l'adolescence. Tu parles avec des frères, avec des sœurs, tu as des petits bouts d'informations qui te font comprendre ton cheminement, pourquoi tu en es rendu là, puis pourquoi les relations avec tes parents ont été telles. Tout se réétudie, se réévalue avec le temps. Mais ça fait peur. Ça dérange. Tu sais, c'est comme une histoire écrite, mais tu changes un grand bloc, 2 chapitres, 3 chapitres, ça change la conclusion. Alors, tribune libre du vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle tout de suite à Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour, Madame Grosse. Bonjour, Dr Mayou. Bonjour, Lynn. Moi, je suis très, très angoissée de ça. Moi, j'ai vécu avec... j'ai eu une mère très contrôlante. Et ce qui fait que je pensais à un moment donné, j'ai sorti, j'ai pu... Ça faisait depuis quelques années, je n'avais plus peur. Sauf que, à un moment donné, j'ai réalisé que c'était pas vrai, que j'ai encore, malgré que j'ai 53 ans, j'ai toujours peur de ma mère. Je réagis toujours, puis j'ai toujours des craintes, malgré de la colère en dedans. Il y a des choses que ma colère me dit, je veux pas, mais par contre, je veux marcher pareil. Vous êtes natif d'où, hein? Jonquière. Oui, le petit accent du Lac-Saint-Jean. J'ai décelé ça
Oui. Votre prononciation. Un accent. Oui. Parlez-nous de vos craintes. Racontez. Disons que, comme quand ma mère a eu une évaluation pour l'Alzheimer, on voulait qu'elle aille en foyer. Moi, j'ai jamais été capable de dire devant elle rien. Puis j'étais d'accord. Quand j'en suis venue à leur rencontrer son médecin, j'étais avec elle. Le médecin a dit que j'avais dit que j'étais ambivalente. J'étais pas ambivalente. J'avais peur de sa réaction. C'était pas de l'ambivalence. OK, je comprends. Je la craignais. Puis comme une petite fille. Ah oui. Oui. Et maintenant, elle m'avait dit, avant qu'elle rentre là, tu vas me sortir. Oui. Mais dans ma colère, au début, je disais oui. Moi, je ferai sortir. Mon père, il a passé. Lynn, arrêtez de parler de colère, vous ne savez même pas ce que c'est. Bon. Je ne sais pas. On est bon. Alors, on ne parlait pas de colère quand vous ne savez pas ce que c'est. Par contre, la crainte, ça vous connaissez, l'angoisse, vous connaissez, mais la colère, vous ne connaissez pas. Oui. Fait qu'arrêtez de parler de ça, là. D'accord. Alors, je dis, je la craignais. Ça, je trouve ça fascinant. Mais c'est pas fascinant, c'est fascinant. 53 ans, elle a encore peur de la bonne femme. Monsieur de la bonne femme est rendu complètement gaga. Elle pensait s'en être libérée à un moment donné. C'est fascinant comment, dans le sens suivant, c'est fascinant comment un mauvais élevage marque quelqu'un à vie. C'est pour ça que je dis que votre cas est fascinant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas. Mais il est malade, il exagère, l'enfance, c'est fini, on se bat là derrière, puis on est des adultes. Mais non! L'enfance, la façon dont on a été élevé souvent, est un déterminant pour la vie. Lynn en est un bel exemple. Ben voyons, c'est plein de cas comme vous, surtout chez les femmes. Mais j'ai avancé, mais c'est sûr que pas. C'est sûr qu'en jeune, je ne pouvais pas parler avec les autres. J'allais à l'école, je disais rien. C'était oui, attendez un peu là. Oui, la loi du silence, qui était établie comment? Parlons-en de l'omerta, la loi du silence. Ce qui se passait dans la maison ne devait pas sortir, les heures étaient restreintes, les amis étaient contrôlés. Oui. Puis, moi, j'ai beaucoup oublié. Alors, parlez-nous comment elle a établi son hégémonie. Comment elle a établi son règne de terreur, la bonne femme. C'est ça qui est important, là. Il était tellement bon que j'aurais dit n'importe quoi à l'école. C'est ma mère qui avait raison, c'était pas moi. Ma mère était correcte, moi, j'étais rien. Moi, je ne valais rien, j'étais une tête dure, j'avais aucune valeur. Qui vous traitait de tête dure puis de sang? Ça, c'était une religieuse à l'école. Puis j'étais détestée cette année-là parce que j'étais en dépression, puis elle ne m'aimait pas du tout. Quel âge vous aviez? J'avais 17 ans. 17 ans. Non, ça remonte bien avant ça, là. Oubliez ça. Je sais que ça remonte avant ça. Alors, votre mère qui avait toujours... Comment votre mère établissait sa supériorité? Comment qu'elle s'y prenait? Ça, il faut devenir conscient de ça, là. Donc, quand ma mère était enceinte du deuxième, j'avais 3 ans, ma mère a saigné toute sa grossesse, puis quand elle allait se coucher, parce qu'elle n'avait pas de gardienne, j'allais me coucher avec. Oui. Ça a été une grossesse de ma mère comme ça. Pendant 9 mois, vous étiez obligé de vous coucher. J'allais me coucher avec elle. Vous n'aviez pas le goût. Ben, je ne sais pas si je n'avais le goût, là, à 3 ans. Disons que c'est un peu difficile de le dire. Oui, mais il est où le problème? Il est où le problème? Ben oui, mais... Je ne vois pas avec d'autres. J'étais seule avec ma mère, puis je suis à côté d'elle. Ouais. Ma mère ne pouvait pas faire de quoi. Puis moi non plus. OK. Ah bon, votre mère n'avait pas le droit de se lever parce qu'elle saignait? Elle se levait un peu, mais aussitôt qu'elle se levait, ça saignait. Oui? Oui. Mais est-ce que vous saviez qu'elle saignait, vous? Je ne le sais pas, j'ai 3 ans. Vous avez appris ça quand que votre mère saignait, c'est pour ça qu'elle restait couchée? Je ne sais pas, je l'ai appris par la suite, je ne peux pas dire quand. Bon, mais il est où le problème? Votre mère est couchée, vous allez vous coucher avec. C'est très affectueux, ça. Un enfant de 3 ans qui agit. Non, pas de problème là. Le problème n'est pas là. Bougez. OK. Le problème n'est pas là. Bon. Voyez-vous, votre psychisme, inconsciemment, vous empêche de voir les vraies causes de votre problème. Ouais. Et vous en fait voir des fausses. Votre mère saigne, vous allez vous coucher avec, vous avez 3 ans. Aucun problème là. Parfait, ça. Ouais. Comme ma mère, c'était, à un moment donné, quand mes amis ont commencé, on commençait à sortir avec les garçons. Quand elles avaient leurs amis garçons, il fallait que je revienne à la maison. Moi, j'avais pas le droit. Dire qu'aujourd'hui, j'étais toujours seule. C'est bien avec ça. Quand vous étiez jeune, quelle était l'atmosphère qui prévalait à la maison? Une atmosphère épouvantable. Ma mère était souvent choquée. Souvent de fois, moi, je couchais dans la pièce à côté où ma mère travaillait.
J'avais 8 ans et j'entendais dire ma mère et mon père, moi j'en ai assez, je vais m'en aller, tu vas t'arranger avec eux autres. Puis bon. Lequel? Bon, lequel qui menaçait de lever les feutres, là? Ma mère. Ah, votre mère disait à votre père, faisait du chantage. Toujours. Faites attention, sinon je vous abandonne. C'est ça. Elle a répété ça combien de fois? Oh, c'était quasiment tous les soirs, là. J'étais couché, j'entendais. Bon, merci. Dans quel état ça vous mettait d'entendre ça? Je me cachais dans mes couvertes et je pleurais. Bon, là on commence à jaser. Ouais. Ça, c'était insécurisant. C'était capotant. C'était paniquant. Bon, là on commence à jaser des vraies choses. Oui. Ma mère, l'andouille, menaçait de nous abandonner. Ouais. L'abandon maternel, c'est ce qui fait le plus mal à un enfant. Ouais. Le reste, on s'en contrefout. Et j'ai hâte que les femmes au Québec réalisent ça, que lorsqu'elles accouchent et qu'elles menacent le retrait d'affection ou l'abandon à un tout petit, c'est capotant, c'est déstabilisant. Maman va plus t'aimer. Quand est-ce que les femmes vont réaliser ça au Québec? Ça prend un homme pour leur dire ça? Vous pourriez pas vous utiliser votre petit poids un peu plus? C'était plus subtil, la mère de Lynn. Elle savait qu'elle probablement dormait pas. Elle le disait, avec un mur entre les deux. Je sais pas. Est-ce que votre mère savait que vous entendiez ça? Ma mère savait que je dormais pas tôt parce que je lisais le soir. Je pouvais lire jusqu'à minuit, je dormais pas. Même là, regardez, auprès de son conjoint, vous étiez combien d'enfants à ce moment-là? 3. Bon, 3 enfants. Tu sais, c'est pas drôle pour le Les conjoint. autres n'entendaient rien, ils étaient loin. Oui, mais votre père... Là, oui. Alors pourquoi disait-elle ça à votre père? Elle était en colère. Puis... Elle était stupide. Votre mère, c'est une femme qui était bête. Hein? D'hommes, plein d'hommes qui étaient simplement stupides. Pourquoi elle disait ça? Mais mon père, disons qu'il a... Moi, j'étais abusée par mon père jeune. Bon. Mais quand j'en ai parlé, qu'est-ce que ma mère m'a dit? Quand j'arrivais, j'avais l'impression qu'il sortait d'une boîte à surprise. La boîte à surprise, là, pourquoi qu'elle n'a jamais vérifié? Elle marchait avec lui, elle n'a jamais vérifié qu'est-ce que c'était. Oh, deux maudits morons. Oh, quelle patente. Alors l'autre, la mère qui n'a pas de cœur, puis l'autre qui tripote les petites. Bon. Notre cher Québec, notre grand Québec. Lui est décédé? Oui, il est décédé il y a 7 ans. Grand bien lui fasse. Puis ils sont restés ensemble tout le temps? Oui. Bon. Puis, ça va de soi. Puis les abus sexuels, ça consistait à quoi? C'était des attouchements, mais quand même, c'était déjà trop. Non, mais des attouchements comme quoi? De quel âge à quel âge? Disons que ça a arrêté, j'étais rendue peut-être à une vingtaine d'années, parce que je restais encore là, puis je me réveillais. Mon père, quand il travaillait de jour, il était assis sur le bord de mon lit. Moi, j'avais ma chambre seule, c'était celle de fille. Puis, ben là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je me suis ramassée hospitalisée en psychiatrie. J'ai dit, je ne reviens plus. Si ça continue, parce que mon père est venu me voir, puis il l'a fait à l'hôpital. Il a fait quoi? Il a voulu commencer ses attouchements. J'ai dit, moi, si mon père... C'est-à-dire, il a voulu commencer à faire quoi? À me toucher aux organes génitaux en bas. Puis, là, j'ai pas voulu, puis j'ai averti ma mère. À l'hôpital? Oui. Puis vous aviez quel âge? J'avais passé 20 ans. J'ai dit, moi, j'ai dit à ma mère, si ça se repasse, je ne reviens plus. Je viens plus à la maison. Puis, est-ce que vous êtes revenu à la maison? Je suis revenue, mais ça donnait rien. Mes dépressions, je rechutais au bout d'une semaine, même si tout allait bien. J'ai bien été. Quand on m'a dit, la solution, c'est que tu partes chez tes parents. Mais oui. Fait que vous nous dites que pendant toute votre adolescence, à quelle fréquence, qu'est-ce qui se passait, puis ça arrivait? Votre père allait s'asseoir sur le bord du lit. Il allait s'asseoir, je me réveillais assis sur le bord de mon lit parce qu'il travaillait du jour. Il se levait plus de bonne heure, ma mère dormait encore. Mais sauf que quand ma mère sortait... Non, je veux savoir ce qu'il faisait. Il me touchait seulement, mais déjà, c'était trop. Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Là, à l'hôpital, vous l'avez dit, là, mais à la maison, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est-à-dire qu'il s'assoyait sur le bord du lit? Oui. Et? Il me touchait aux organes génitaux. En bas. Il est parti bas. Puis ça durait. Puis là, il faisait quoi pendant ce temps-là? Lui, c'était son... C'était son plaisir, je suppose. C'était son plaisir? Est-ce qu'il se masturbait? Est-ce qu'il était en érection? Je ne sais pas si je ne l'ai pas remarqué. J'étais trop endormie dans ce temps-là. J'ai su ça. Par la suite, j'ai su qu'il n'y avait plus rien avec ma mère à ce moment-là. C'était de ma faute. Et c'était de votre faute, on vous disait ça en plus. C'est votre mère qui vous disait ça? Non, ma mère m'a pas protégée. Elle disait qu'elle voyait qu'elle avait l'air de sortir d'une boîte à surprise. Pourquoi qu'elle n'a pas vérifié rien?
Puis votre père s'est essayé à faire ça lorsque vous étiez hospitalisé en psychiatrie? Oui, oui. Vous êtes bien certaine de ça, vous? Je suis certaine, c'est là que j'ai décidé que ça finissait. C'est ce qui rendait malade. Je faisais une chambre seule, c'était facile de le faire. Bon, alors Pierre... Avec pas reposant, le Québec, hein? Mon père a été déjà surveillé par la police pour des choses du genre à l'extérieur, alors chercher l'erreur. Avec les étrangères? Ah oui, ben écoute. Bon, à l'extérieur, c'est un pédophile. Hein? Non, ben écoute, non, c'est pas... Il n'a pas été accusé, mais il a été surveillé. Il est plus qu'un pédophile. C'est un pervers polymorphe, là. Il s'est essayé de la pogner sa fille jusqu'à l'âge de 20 ans, il faut le faire, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre moron de père? Il travaillait à l'Alcan. Il travaillait à l'Alcan? Bon, alors... Ah, c'est quelqu'un qui était... Écoute, c'était pas un déficient, là. C'était pas un déficient intellectuel. C'était quelqu'un qui avait une bonne job. Bon salaire, en plus. Bon. On comprend pourquoi votre mère reste avec. Peut-être. Lynn, merci beaucoup. Bye, Lynn. Merci, bonjour. Bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Elle nous avoir raconté tout ça tantôt, Lynn, là. Oui. Okay. Sa relation avec sa mère va changer de quelle façon? Sa mère est Alzheimer, elle la craint encore. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'elle vient de déballer, ça va changer? Elle va voir que sa mère a été horrible. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement sa mère. Ben oui, mais c'est parce que ce qu'on a exploré, c'est qu'il n'y a pas seulement sa mère. Mais non. Son père en a abusé à tour de bras, sexuellement. Oui, oui. Il l'a utilisé sexuellement, tu sais, pour s'exciter. C'est des morons, là. C'est deux morons. Elle craint. Il travaillait à l'Alcan, il avait un maudit bon salaire. Oui, elle l'a gardé pour ça. Elle est demeurée avec pour avoir un bon chèque de paie, une belle sécurité financière. Mais tu dis, c'est des morons. Lynn qui entend ça, là, on continue de parler, on n'est plus avec elle, mais tu dis, c'est deux morons. Est-ce que tu continues de craindre quelqu'un qui a été méchant, quelqu'un qui n'avait pas de jugement, quelqu'un qui a été mauvais avec toi? Est-ce que ça pourrait changer à 53 ans, sa relation avec sa mère? Non, c'est parce que, oui, pour que ça change, elle doit explorer l'origine adéquatement. Elle croyait que, elle faisait des liens qui n'étaient pas corrects dans sa tête. Elle pensait que c'est parce que, lors de la deuxième grossesse, sa mère saignait, puis elle passait beaucoup de temps couchée, elle allait se coucher avec elle. Mais non, ça, c'est absolument excellent. C'est pas ça qui l'a traumatisé. C'est après. C'est ce qui est arrivé. OK. Sa mère l'a probablement... Écoute, je vais te dire ceci. Et ça a été très fréquent au Québec, où des mères de famille utilisaient une des petites filles, OK, comme appât sexuel pour garder le conjoint au foyer. Mais oui. Ça s'est fait sur des centaines de mille, dans des centaines de mille familles. Alors, je soupçonne que sa mère le savait, que le bonhomme allait tripoter la grande, ça l'excitait beaucoup, il aimait ça. Pendant ce temps-là, il n'allait pas copuler avec une autre femme, et la paye demeurait à la maison. Pierre, est-ce qu'on peut pousser la perversité aussi loin que de dire, tu peux y toucher, mais tu la mets pas enceinte? Est-ce que des choses comme ça ont pu être dites, sous-entendues? Évidemment, ça a été dit à maintes reprises. Ça s'appelle J'ai eu souvent ces confidences-là, Janine. Ouais. C'est que... puis elle-même, Lynn le dit, elle dit, j'ai eu seulement des attouchements. C'était minimisé. Ben oui, c'était minimisé. Permis, banalisé. Ben oui, c'était autorisé par la mère de famille. C'est ça. Alors, on va à Caroline. Je vous dis, Caroline, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Caroline. Bonjour. On vous écoute. Moi, je voudrais juste savoir quelque chose. Allez-y. J'ai un petit frère, OK, qui a 9 ans. Oui. Puis, il habite chez ma mère. Oui. Mais moi, je suis partie quand même relativement jeune de chez moi. Attendez un peu, là, je suis déjà mêlé. Quel âge avez-vous, Caroline? Moi, j'ai 21 ans. Vous avez 21 et vous avez un petit frère de 9 ans? Oui. Ben, qui habite chez votre mère. C'est un peu normal qu'un enfant de 9 ans habite avec ses parents? Oui, mais parce que ce qu'il y a à faire, c'est que je sais qu'il n'est pas bien. Moi, j'ai été maltraitée par ma mère quand j'étais jeune. OK. Puis, je sais pas quoi faire. Je veux sortir de là. Parlez-nous de la maltraitance de votre mère à votre égard. OK. Puis, pour commencer, ma mère était sur l'aide sociale. Il y a du monde qui sont sur l'aide sociale qui ont des comportements très dignes, Caroline. Et il y a des professeurs de cégep qui abusent de leurs filles. C'est arrivé à Trois-Rivières. Alors, le fait de nous dire qu'elle est sur l'aide sociale, vous nous avez rien dit de signifiant. Non, mais j'avais pas fini. Alors, maltraitance, c'est quoi? OK, ben comme je vous dis, on mangeait pas
OK, parce que l'argent qu'elle recevait de l'aide sociale, elle dépensait en drogue, en alcool. Bon, alors, peu importe que ce soit de l'aide sociale ou un salaire, c'est la même. Là, vous venez de dire quelque chose. Alors, elle prenait l'argent disponible, peu importe la source, et elle s'achetait de la drogue avec. Oui. Puis de la boisson. Oui. OK. Là, vous venez de dire de quoi? Continuez. OK. Deuxièmement, bon, moi, j'allais à l'école. Oui. Je vais encore à l'école. Puis, je me suis déjà fait prendre mon prêt étudiant directement dans mon compte parce qu'elle était autorisée. Oui. OK. Donc, mon prêt étudiant, elle a flobé mon argent de prêt étudiant. Oui, prêt étudiant dépensé pour la drogue et l'alcool. Ça va se faire de plus en plus dans notre cher Québec. OK, mais c'est totalement dégueulasse. Et vous faites bien d'appeler pour le dire, faire une mise en garde publique. Il y a des salopes et des salauds, des truies et des porcs qui vont voler le prêt étudiant à leurs enfants pour s'acheter de la dope. Ça se fait et ça va se faire encore plus au Québec. Et pourtant, Caroline, elle a 21 ans, elle est majeure. Comment on peut arriver à faire ça? Non, mais c'est avant, Janine. C'est avant, Janine. C'est avant. Parce que maintenant, elle ne peut plus le faire, là, Caroline, hein? Ah, pardon? Maintenant, c'est plus possible qu'elle aille voler votre prêt. Non, oubliez ça. C'est ça, c'était avant 21 ans. À partir de quel âge que vous aviez quel âge la première fois qu'elle vous a volé votre prêt étudiant? Il avait 17 ans. 17 ans. C'était mineur. C'est ça. OK. OK. Puis dernièrement, j'ai reçu une lettre comme quoi que j'avais été, mettons, sur l'aide sociale. Mais là, moi, j'ai jamais été là-dessus. Ça veut dire qu'elle a utilisé mon nom, puis elle me l'a dit, là. Elle a utilisé mon numéro d'assurance sociale pour les drogués font à peu près tout ça. C'est très fréquent chez les drogués. OK. On mangeait pas tout le temps bien. Oui. Si on mangeait tout le temps la même chose. Oui. Quand ça faisait pas son affaire, OK, j'avais à peu près 8 ans, puis j'ai passé à 2 fois de manger une gougoune en bois à 2 pouces de la face. Ouais. Du visage. OK, puis quand ça faisait pas son affaire, elle nous frappait. J'ai jamais eu de discipline en tant que telle, sauf quand ça faisait pas son affaire. Oui, exact. Votre géniteur, lui, il est où? Mon père? Oui. Il a quitté la maison parce que ma mère, elle a les jambes très faciles. Pardon? Donc, les jambes qui ouvrent facilement? Ah. Bon. Alors, votre mère se prostituait pour obtenir de l'argent pour acheter sa drogue? Non, je sais pas si elle se prostituait, vous comprenez? Elle faisait même pas pour de l'argent? Non! Elle faisait pas pour de l'argent. Du moins, je sais pas. Mais je sais que je l'entendais quand j'étais jeune, mais... C'est ça, mais ce serait surprenant. Si elle a volé ses propres enfants, elle ne devait pas faire ça gratuitement, même si elle aimait ça. Janine a raison, Caroline. Il devait avoir un intérêt. Laissez-moi croire, OK, comme ça. OK, ça fait mieux, vous aimez mieux ça de même. OK. OK. Ben, c'est ça. En tout cas, elle frappait, manque de nourriture. OK. Là, vous m'avez convaincu qu'effectivement, vous avez un petit frère de 9 ans. Votre mère a encore les mêmes comportements? Ben, la dernière fois que j'étais, il y a 2 semaines, parce que je vais quand même le voir, là, mon petit frère, puis ma mère vient avec le lot, malheureusement. Elle a traité de moron puis de mongol. Non. Puis elle lui a donné une claque derrière la tête. Tu sais, j'ai juste le goût de la poignée entre mes bras, là, puis tu sais, de casser le cou, mais je peux rien faire, vous comprenez? Le père de cet enfant-là, de ce garçon-là, est-ce que c'est le même que votre père? Non. C'est un autre, hein? Ah oui. C'est un autre moron ou... Non, lui, il est correct, là. Il est correct, mais est-ce qu'il s'occupe de l'enfant? Ben oui, là, toutes les fois que je l'ai vu, il chicanait mon petit frère parce que là, mon petit frère voulait pas lire, il voulait pas écrire, il voulait pas faire ses devoirs. Mais il a toujours été strict, même avec moi, là. Ce gars-là, cet homme-là vit avec votre mère? Non, plus maintenant, parce qu'elle l'a trompé avec 2 autres gars. Non, il l'a quitté. Mais maintenant, si le père de votre petit frère a de l'allure, pourquoi ne réclame-t-il pas la garde? Parce que le chèque de bien-être de votre mère va diminuer de beaucoup? Ah, il y a toujours une petite raison financière derrière ça. C'est que son chèque de bien-être va diminuer, ouais. Oh, je sais pas. Moi, ça m'intéresse pas. Non, mais si c'est ça, votre mère voit son chèque de bien-être social augmenter de beaucoup parce qu'elle a un enfant à la maison. Ça peut très bien. Bizarrement, c'est quand vous avez atteint la majorité qu'elle est redevenue enceinte d'un autre. Hein? Ouais. Mais ce que je veux savoir,
c'est possible, je peux-tu faire quelque chose? Parce que je sais que j'ai déjà essayé d'aller au palais de justice, ça a été du gossage. Puis, je sais pas, je sais que, mettons, il va aller chez son père, mais je sais pas que si d'un coup il est chez son père, je pourrais plus avoir contact avec mon petit frère. Je sais pas quoi faire. Ben, est-ce que votre petit frère est rendu à 9 ans? Est-ce qu'il est capable de prendre l'autobus? Non. Il n'est pas capable de prendre l'autobus encore? Non, ma mère l'empêche de sortir. Elle veut garder son emprise. C'est pas évident. C'est pas évident dans un cas comme ça, Caroline. Vous savez, je vais vous dire ceci, Caroline. Dans la vie, il est important de d'abord bien prendre soin de soi. Oui, mais moi, je suis collègue. Je veux juste que mon petit frère soit bien aussi. Attends, oui, mais attendez un peu, là. D'abord, prenez bien soin de vous. Puis une fois que cette étape-là est bien faite, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant-là, ce petit garçon de 9 ans-là? Est-ce qu'il a des contacts avec son père biologique? Oui. Il le voit à quelle fréquence? À toutes les fins de semaine, puis à tous les soirs quand il y a de l'école. Bon, ça commence à être déjà pas mal intéressant. Je vous suggère si le père du gamin de 9 ans a de l'allure, de garder, de vous tenir proche du père biologique. Est-ce qu'il est correct avec vous, le père biologique? Quand il habitait avec maman, puis quand j'habitais avec maman, oui, ça allait très bien. Bon, alors, maintenez une bonne relation avec le père de cet enfant-là, de votre frère, et ça vous permettra d'avoir accès plus facilement. Parce qu'une guerre ouverte avec votre mère pourrait être davantage une perte de temps. Parce qu'elle va se battre, voyez-vous, elle va avoir un avocat qui va être fourni par l'aide juridique. Fait que vous ne pourrez pas... je pense que légalement, je ne suis pas sûr que c'est une bonne porte. Donc, Caroline fasse alliance peut-être avec le père du petit garçon. Voyez-vous, dans notre société au Québec, il est très bien vu de se droguer. D'ailleurs, on peut même se droguer puis devenir là, un chef de parti politique notoire. Alors, votre mère, on ne peut pas alléguer, on ne peut pas lui enlever votre frère parce qu'elle se drogue. C'est correct de prendre la drogue. Alors bye, Caroline. Oui. Ben oui. Ah, Janine? De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. C'est déchirant des histoires comme ça. Jeune fille de 21 ans s'en fait pour son petit frère. Puis ça l'honore, Pierre. Oui. Ça l'honore de s'inquiéter pour ce petit bonhomme-là. Puis elle aura peut-être comment t'appelles ça? Une inspiration, à un moment donné, pour le sortir des griffes de cette mère-là. Il n'y a pas beaucoup d'inspiration. C'est que la seule chose, c'est de cultiver une bonne relation avec le père et de maintenir le lien. Parce que le père semble avoir un accès facile. Ce que la mère veut, ce n'est pas d'élever l'enfant, c'est de recevoir le plein montant sur le chèque de bien-être social pour pouvoir s'acheter de la drogue avec ça. Vous avez raison. Alors, à tous les jours, l'enfant voit son père, il va chaque fin de semaine, c'est parfait, alors elle n'a qu'à profiter de ça. Il n'y a pas grande inspiration spéciale, là. Mais ses sentiments sont... elle a des beaux sentiments. Pardon? Elle a des sentiments pour ce petit garçon. Oui. C'est beau. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, à un moment donné, il va décider de ne plus retourner chez la mère. Et là, la mère va y sauter d'en face parce qu'il va avoir 13 ans, 14 ans. Et là, son chèque de bien-être va diminuer. Ça ne sera pas de bonne humeur. Elle va leur nier. Oui, elle va essayer elle va se livrer à différentes choses. Alors, tu sais, un homme qui se drogue, c'est un problème. Un père de famille qui se drogue, c'est un problème. Mais une mère de famille qui se drogue, c'est 10 fois plus un problème. À cause des conséquences graves, beaucoup plus graves sur les enfants. Alors, on va à Julie. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Bonjour, Julie. Moi, j'aimerais tellement ça répondre à Denis, qui a appelé précédemment, qui parlait des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Je suis contente qu'il y a des gars qui veulent ça, mais je doute de leur capacité à le faire. Ça dépend des hommes. Il y en a qui sont capables. Et je parle par expérience. J'ai quelqu'un qui me tient debout et qui recherche énormément des rapports égalitaires, mais je pense que les gars, ils ont tellement été habitués à faire dire tu tournes à gauche, tu tournes à droite, que quand ils sont avec une femme qui est capable de rapports égalitaires, sont tout perdus. Donc, regardez, Julie, les gars, c'est rien. Les femmes ne sont pas un groupe homogène et les hommes ne sont pas un groupe homogène. Et vous avez raison. Alors, lorsqu'on parle de capacité pour des rapports égalitaires, c'est exceptionnel autant chez les femmes que chez les hommes. Okay. Alors, c'est une très petite minorité. Julie l'a vérifié quelques fois. Et la plupart des femmes et des hommes ne croiseront jamais sur leur chemin quelqu'un qui est capable d'un rapport égalitaire. Ah, c'est fun. Mais ils sont désarçonnés, c'est ça que je Oui, c'est ça. Savent pas. Si vous n'êtes pas un commandant, une commandante,
ils sont mal pris, ceux que vous avez rencontrés. Oui, c'est normal. Alors, comme c'est la vaste majorité, vos chances sont que vous rencontriez quelqu'un comme une espèce de navette, une tapis ou un batteur de femmes. OK. Parce qu'ils sont majoritaires. Les hommes de rien au Québec sont majoritaires. OK. Alors, vos chances sont, dans vos rencontres sociales, que vous rencontriez ce genre d'individus-là. C'est sûr. C'est juste mon point. C'est en plein ça. Merci. Ça a bien de l'allure. OK. Bye. Au revoir. Ça se tient. Mais quand c'est pas ce qu'on veut, c'est préférable de rester seul. Parce que ça ne fait pas partir les rapports égalitaires. On n'éduque pas les enfants à ça. Les enseignants dans les écoles sont pas capables d'éduquer les enfants à ça. C'est tellement plus intéressant, Pierre. Les relations égalitaires. Écoute, c'est un genre. C'est un genre. Janine, c'est un écoute, genre. là, c'est ton goût personnel. Oui. Et je te suggère de ne pas l'imposer à la collectivité, parce que la collectivité n'en voudra pas. Alors, si toi, t'aimes ça, bien content pour toi. Mais il n'y a pas beaucoup... quand chacun a un apport. Oui, mais... Et se fait pas diriger par le nez par l'autre, puis bon. Regarde, Janine, la plupart des adultes ont besoin d'être dirigés. Il y a beaucoup de monde qui vont tenir ouvertement ce discours-là. Dès qu'il n'y a pas d'autorité, c'est l'anarchie. T'exiges rien de moi, toi? Hein? Pourquoi ça prend un dictateur à Cuba? C'est une gang de pleutres qui sont pas capables de se conduire. Ben oui, ça prend un dictateur. Ils sont contents. Leader, Castro, ils l'applaudissent, puis ils l'écoutent, puis le marron, monsieur, il lui parle 3-4 heures de temps, puis la gang de pieds sont là, puis la bouche ouverte, puis donne-nous à manger. C'est le leader Maximo. Gang de morons. On s'en va vers autre chose. Tribu. On parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Joanne, est-ce que vous êtes là? Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Joanne. On vous écoute. Oui, moi, j'appelle pour avoir votre opinion. Moi, j'ai travaillé dans une garderie. Oui. Les fameuses garderies à Pauline. Oui. Écoute, moi, je veux savoir, j'ai fait des plaintes au ministère. Ça se plainte pour une garderie qui c'était terrible. T'arrives le matin, les éducatrices, ça pleure. Les enfants c'est ridicule. Il n'y a rien à manger dans leur bol. Ça n'a même pas de bon sens. Là-bas, ça crie, elle pleure elle-même. Moi, je sais pas. Oui, c'est le club des pleureuses, ça. Oui. Une gang de Libanaises. Oui, une gang de... Oui, c'est ça. Le club des pleureuses qui s'est succédé là, depuis un bout de temps. Oui, c'est pas tout du monde affligé, ça, j'imagine? Ben, je sais pas, ils ont toutes peur de elle, peur de donner leur opinion, ils ont peur de passer au bureau, peur de la patronne? Pardon? Peur de la patronne? Oui, peur de sa réaction. Ben oui, mais attendez un peu. La bosse pleure, puis tout le monde pleure, puis les femmes pleurent, puis les femmes, ça pleure. Bon, c'est quoi l'affaire, là? Moi, j'ai fait Dites-nous quelque chose d'autre, ouais. Moi, j'ai fait une plainte parce que, justement, les enfants, la bosse, elle les traînait par le bras, elle les montait en haut, elle les s'assisait dans son bureau des heures de temps. Il y avait de la brutalité? Oui, un peu. De la part de... De la bosse. OK. Est-ce que la bosse était la propriétaire ou c'était une employée? Non, c'était la propriétaire. OK. Alors, la proprio brutalisait les tout-petits. C'est votre opinion, ça? Oui. Les enfants qui avaient quel âge, entre quoi et quoi? Écoute, c'est de tous les âges. Ça partait de 0 à 5 ans. C'est une garderie. Les plus vieux avaient 5 ans? Oui. Puis là, elle les prenait par le bras, puis elle les montait dans son bureau? Oui. Puis là, elle lui tenait une conférence? Oui. Pendant combien de temps qu'elle les gardait dans son bureau? Des fois, c'était 1 heure, des fois, c'était 2 heures. Pendant toute la sieste au complet. Ah oui, pendant la sieste? Oui. Mais est-ce qu'elle emmenait un petit tapis et elle les faisait dormir à terre dans son bureau? À côté d'elle, à côté de son bureau. Ah, ben oui, ben ça, il prenait un petit fido, un futur chien, un futur Québécois. Ah oui, mais de quoi vous vous plaignez? La bonne femme, elle monte dans son bureau, puis elle amène un petit tapis, puis elle fait dormir l'enfant à côté d'elle, comme je fais dormir mes chiens chez nous. Ben oui, mais il est où le problème? Mais c'est un futur, Janine, c'est un futur Québécois. Oh! C'était surtout des petits gars auxquels elle faisait ça, j'imagine? Non, c'était vraiment... elle avait ses chouchous. Oui. Elle avait les boucs émissaires de la garderie. Oui. Je veux dire, le bouc émissaire, quand elle le prenait, il passait au cash. C'est un petit gars ou une petite fille? C'est un petit garçon. Ben oui, évidemment. Ben oui, mais écoutez, mettez-vous... Elle a quel âge, là? La proprio. Ah, mon Dieu, elle a 38 ans, 39 ans. 38. Elle pèse combien, à peu près? Je vous dirais 125, 130. 125, 130? Oui. Est-ce qu'elle est heureuse sexuellement? J'en doute. Bon, vous avez... Vous savez, il faut les comprendre, ces femmes-là. C'est une femme qui pourrait être séduisante, ça? Ben, elle n'est pas laide. Eh oui, mais il faut les comprendre. Être beau puis ne pas copuler,
Alors, Joanne a fait des plaintes. Ça affecte le moral. Joanne a fait des plaintes, puis c'est une bonne chose. Attendez, on va continuer après, là. OK. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On poursuit avec Joanne qui dénonce l'ambiance dans une garderie de jeunes enfants 0-5 ans, les traitements qui sont infligés aux petits rebelles, supposément, là, en tout cas, le bouc émissaire. Et Joanne, vous avez fait des plaintes. Oui, j'ai appelé au ministère à plusieurs reprises. Ça s'est jamais rien produit, ça s'est jamais rien passé. Je lui ai dit qu'il y avait l'harcèlement psychologique parce que elle rentrait dans les locales, puis les enfants, écoute, ils voulaient pas la voir, ils pleuraient pour parler dans son bureau. Là, c'est terrible. Les éducatrices aussi, c'est la même chose. Ils avaient peur de elle. Ils voulaient pas y parler, ils voulaient pas faire de plainte. Puis ça, ils avaient peur de leur job. C'est terrible. Je sais pas quoi faire. J'ai appelé au ministère. Je sais pas s'il y a une loi là-dessus. Êtes-vous encore là? Travaillez-vous encore à cette place-là? Non. Moi, j'ai quitté. Je n'étais plus capable de voir ça. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 27 ans. 27 ans? Oui. Vous avez été combien de temps dans cette garderie-là? 6 mois. 6 mois? Oui, c'était assez. En connaissez-vous qui sont encore là? Y a-t-il encore des... Oui, je parle encore. Ça n'a pas changé. Il y a 3 filles qui sont parties en burn-out, en dépression. C'est un gros roulement. Elle ne garde pas ses éducatrices. C'est terrible. La bouffe, c'est la même chose. Ils sont mal nourris. C'est aucun repas sain. Collectivement, là, si vous mettiez plusieurs, puis vous déposez un rapport commun. Les filles, j'en ai parlé. Les filles ne veulent pas. Ils ont peur. Elles ont peur d'être congédiées. Celles qui sont parties? Ils ont peur d'appeler le matin pour dire qu'ils sont malades pour rentrer travailler, tellement qu'ils ont peur à leur job. Non, vous exagérez, Joanne. Non, je vous le jure. Vous savez, vous êtes mauvaise langue envers... C'est une femme qui est la propriétaire de cette garderie-là. Puis les femmes au Québec, ils sont jamais méchantes. Non, ça se peut pas, ce que vous décrivez. Ça se peut pas. Vous savez, la femme au Québec est un modèle de vertu. La femme est vertueuse. Elle n'est pas méchante. Pas à ce point. Ils sont jaloux entre eux, c'est pas la même chose. Mais est-ce qu'il se passait ça à la garderie en plus? C'est sûr. S'il y en a une nouvelle qui arrivait, qui était un peu plus jeune, un peu meilleure, plus d'expérience avec un DEC au lieu d'une attestation, ben là, c'était... non, elle... Vous savez, Joanne, je prends très au sérieux, malgré les propos sarcastiques que je viens de vous tenir, je prends très au sérieux votre plainte. Et il est fréquent de retrouver des groupes de femmes qui essaient de travailler ensemble et que ça n'a aucun sens. J'ai vu des situations similaires dans des CLSC. Ça peut, des groupes de femmes qui essaient de travailler ensemble, régulièrement, ça dérape et solide. Alors au moins, vous avez sensibilisé notre auditoire à des situations, et là, il y a des enfants, il y a souvent des malades impliqués ou des enfants impliqués. Des actes qui ne peuvent pas se défendre. Et il y a beaucoup de femmes au Québec qui ne croient pas que des femmes puissent être méchantes à ce point-là. Oui, mais comment une femme comme ça peut avoir la responsabilité d'une garderie de 80 enfants? Quand il y a des plaintes, pourquoi elle continue de pouvoir opérer? Mais elle a des contacts avec le ministère, parce que moi, la plainte que j'ai faite, c'était confidentielle, puis elle le su que c'était moi. Tiens donc. Elle opère bien, la propriétaire. Elle se protège. C'est une femme brillante. Elle est peut-être frustrée sexuellement, mais elle est brillante. Ça me surprendrait pas, là. Elle est brillante. C'est une bonne organisatrice et elle gère très bien. Elle gère. Elle gère son compte à elle avec le compte dans la garderie. Mais Joanne, avez-vous fait mention de ce que vous avez vu à des parents? Des parents qui ne savent pas ce qui se passe? Mais c'est dur, parce que toi, tes nouvelles, t'arrives dans le milieu de garde et regardez, Joanne, Janine, là, t'amènes des choses, Janine. C'est que les parents qui vont mener leur morveux à cette garderie-là, ils ont besoin de la garderie, parce que si jamais la garderie n'accepte pas leur enfant, ils sont foutus. Comprends-tu? Oui, les sans cœurs qui vont domper les gamins, les bébés dans cette garderie-là, ont bien plus besoin de la garderie. Tu comprends? Je comprends tout ça, mais les troubles vont être énormes. Alors, les troubles vont être énormes ultérieurement. C'est la vie, c'est le Québec. Janine! Vous êtes sarcastique. Oui, mais nous vivons en Éden. Je sais pas, Joanne. J'ai aucune idée de ce que vous pouvez faire dans une situation comme ça, parce que ça reflète notre collectivité. Vous déplorez, vous diriez que les enfants soient bien traités, que les bébés soient bien traités.
Mais oui, mais c'est un système. Les garderies à Pauline, c'est un système criminel en partant. Imaginez-vous pas que s'ils vont donner des bons services aux bébés. Jamais pour les poupons. Joanne, merci beaucoup. Joanne. Bon hey, week-end. Très bel appel pour terminer.